Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour la suite de la rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire dont nous faisons tous partie maintenant. Le déroulement sera sensiblement le même que ce matin. Cet après-midi, nous aborderons les orientations 2 et 4 de la politique ainsi que les conditions de succès pour la suite. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser une question ou de formuler un commentaire en lien avec les discussions de la journée. Rendez-vous sur le site menti.com, entrez le mot de passe 831993, appuyez sur le bouton « Submit ». Au bas de l'écran, vous allez appuyer sur le bouton « Poser une question ». Encore là, je souligne l'importance, si vous voulez ou si vous souhaitez un retour sur vos commentaires, d'inscrire votre numéro de cocarde et votre numéro de table. Les deux informations sont importantes, sinon on ne peut pas vous localiser. J'invite sans plus tarder M. Marc Dion à venir nous présenter les orientations 2 et 4 de la politique bioalimentaire, à savoir des entreprises prospères, durables et innovantes et des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du bioalimentaire. Vous pouvez vous référer au feuillet 3 portant les titres que je viens de vous mentionner. C'est dans votre pochette. M. Dion, à vous la parole. Merci, Mme Tremblay. Alors, rebonjour tout le monde, et puis j'espère que vous avez bien dîné. Alors, on reprend ça un peu sur la même formule que ce matin. Alors, je vais vous présenter un peu les résultats des préconsultations du ministre de la Montagne, ainsi que des propositions qui nous ont été faites par vous, et des contributions proposées aussi par les ministères et organismes. Deux thèmes, donc, des entreprises prospères et durables et innovantes et des territoires dynamiques contribuant à la prospérité du secteur alimentaire, agroalimentaire. Alors, au départ, les partenaires. Les partenaires nous ont identifié 3 priorités pour l'année 2019-20. Favoriser la compétitivité des entreprises, notamment par l'investissement et la gestion des risques. La création de chaînes de valeur et la synergie au sein des différentes filières, ainsi que le développement de la recherche et de l'innovation. Pour leur part, les partenaires sectoriels ont identifié 135 actions réalisées, dont les principales se regroupent sous les thèmes des projets de croissance et d'investissement pour plusieurs secteurs et entreprises, des activités de formation et d'accompagnement pour le développement de l'entrepreneuriat, des diagnostics et des plans stratégiques par filière, des outils améliorés de mise en marché collective et plusieurs projets de recherche et d'innovation. Du côté des ministères et organismes, 90 mesures dont on parle ici. Parmi celles-ci, l'appui à l'investissement dans les entreprises en collaboration avec la Financière agricole du Québec et le ministère des Finances du Québec, un plan d'action pour l'industrie de la pêche et de l'aquaculture commerciale, un groupe de travail sur l'évaluation et l'adaptation de l'assurance récolte avec la Financière agricole du Québec, l'évaluation périodique des plans conjoints avec la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, le soutien à différents projets d'innovation ainsi qu'aux services conseils, la réalisation d'ententes avec des centres de recherche et l'amélioration de l'offre de formation avec la participation du ministère de l'Économie, de l'Innovation et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Encore une fois, la collaboration interministérielle est présente et le ministère de l'Économie et de l'Innovation est un allié tout à fait important pour nous avec sa stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022 et son plan d'action gouvernemental en entrepreneuriat 2017-2022. M. Fitzgibbon, qui doit venir nous rencontrer, va probablement nous en glisser quelques mots. Ensuite, nous entendons entretenir une collaboration étroite avec le ministère, le MEI, ministère de l'Économie et de l'Innovation, concernant l'investissement, le commerce et les exportations. Sur le plan fédéral, on compte la participation de Pêche et Océan Canada avec le Fonds des pêches du Québec, une grosse initiative qui a été adoptée cette année, ainsi que la participation d'Agriculture agroalimentaire Canada pour le développement des entreprises, la gestion des risques, l'innovation et la mise en place des tables rondes sur les chaînes de valeur du gouvernement fédéral. Maintenant, concernant le thème sur les territoires dynamiques contribuant à la prospérité du bioalimentaire, notre deuxième thème de l'après-midi, toujours dans le même principe, avec les pré-rencontres de notre ministre, on a identifié 3 priorités. Valorisation des potentiels des territoires,
planification du développement du secteur bioalimentaire avec les acteurs du milieu et bien sûr la question de la fiscalité foncière agricole. Les partenaires ont identifié près de 55 actions. Parmi celles-ci, la mise en valeur des terres agricoles en friche, le plan de développement de la zone agricole, l'agrotourisme et le tourisme gourmand, la commercialisation en circuit court et l'agriculture urbaine. Les ministères et organismes, pour leur part, ont identifié 45 mesures et parmi celles-ci, des travaux de révision du programme de crédit de taxes foncières agricoles en collaboration avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le ministère des Finances du Québec. La simplification du règlement de la loi sur la protection la simplification de la loi sur la protection du territoire agricole en collaboration avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec. De nouveaux programmes dans notre collection Territoire. De l'aide pour le développement et des activités liées à l'agrotourisme en collaboration avec le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture et des Communications, ainsi que la stratégie de soutien à l'agriculture urbaine. On constate à quel point le bioalimentaire est transversal, qu'il couvre un territoire assez large, puisqu'il s'insère dans de nombreuses politiques à l'échelle gouvernementale. Et je pense, entre autres, à la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires, sous la responsabilité du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et pour laquelle le bioalimentaire joue un rôle structurant. Le plan d'action interministériel en matière d'agrotourisme et de tourisme gourmand, en collaboration avec le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture et des Communications, et la politique énergétique 2030, ainsi que la stratégie numérique du Québec, respectivement sous la responsabilité du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Cette orientation nécessite des collaborations spécifiques en matière de territoire, et ce, avec divers partenaires, que ce soit les municipalités, les tables de concertation ou les divers organismes de développement économique. Avec l'appui du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, près de 900 actions ont été identifiées pour soutenir 4 orientations de la politique. Et maintenant, si nous allions plus loin, encore une fois, il serait intéressant de prioriser certaines préoccupations ayant émergé des rencontres préparatoires et de réfléchir à comment nous pourrions travailler ensemble pour faire progresser les questions. Parmi celles-ci, on trouve l'innovation, la compétitivité du secteur et une concertation resserrée au sein de ceux-ci, la réglementation simplifiée et efficace, l'investissement et l'accès aux leviers du gouvernement, l'implication de tous les partenaires du territoire, la protection, la valorisation des terres agricoles et, bien sûr, la fiscalité foncière agricole. À l'instar du dernier bloc de discussion, nous souhaitons vous sonder quant aux préoccupations à prioriser et nous le ferons dans quelques instants. Je vous invite à prendre connaissance de la liste des initiatives inspirantes qui soutiennent chacune des orientations de la politique sur la feuille qui vous a été remise. C'est la feuille qui porte le petit numéro 3, je crois. Elles sont présentées à titre d'exemple et il y en a beaucoup d'autres. D'ailleurs, il sera opportun de parler de ce genre d'initiative durant la période de discussion qui suivra, si vous avez à en présenter d'autres. Voilà qui complète les priorités 2019-2020 quant aux 2 orientations en cause cet après-midi avec vous. Merci. Et nous voilà prêts à procéder avec M. Levac au sondage interactif. Vous connaissez le principe. Nous allons vous demander de réagir à nouveau à ce qui vient d'être présenté, toujours sur le site menti.com. Entrez le mot de passe 831993, appuyez sur le bouton « Submit ». La question apparaîtra automatiquement sur votre écran. Répondez à la question et cliquez sur « Envoyer ». Si tout le monde est prêt, je vois que tout le monde est prêt, je cède la parole à M. Levac pour la tenue du 3e sondage. Donc, effectivement, 3e sondage avec 3 questions. La première sur les mesures et actions présentées dans l'orientation numéro 2. Première question, ces mesures et actions présentées couvrent-elles adéquatement les priorités identifiées pour 2019-2020 afin de favoriser des entreprises prospères, durables et innovatrices? Vous connaissez le principe, c'est de 0 à 5. 0, vous n'êtes pas du tout d'accord. 5, vous êtes tout à fait d'accord. Donc, le vote va bien déjà et on approche des 80, 82, 90 personnes ont voté, 100 maintenant. Et donc, les gens semblent favorables jusqu'à maintenant, 3,2 sur 5. Donc,
C'est quand même une moyenne assez favorable. Donc, le vote, on ralentit un peu, est-ce qu'il y en a qui réfléchissent? Ne vous gênez pas. On ne sait pas qu'est-ce que vous allez voter. Donc, 3,1, on est à 162, 163 personnes qui ont voté. Au total, normalement, à peu près 200 personnes sont habilitées à voter à ce sondage. Donc, la tendance reste la même depuis un bon moment déjà, donc 3,1 sur 5, donc une tendance quand même majoritaire vers une appréciation favorable des mesures et actions qui sont proposées dans l'orientation numéro 2. Donc, tout le monde a fini son vote? Oui. Alors, on pourrait tout de suite passer à la deuxième question de ce sondage au sujet des mesures et actions présentées dans l'orientation 4 cette fois. Et la question, je la répète rapidement, même si vous l'avez sur vos appareils et qu'on peut la voir également à l'écran. Ces mesures et actions présentées dans l'orientation 4 couvrent-elles adéquatement les priorités identifiées pour 2019-2020 afin de favoriser des territoires dynamiques contribuant à une prospérité, à la prospérité du secteur bioalimentaire. Toujours de 0 à 5, on est à 3, 2,9, tendance un petit peu moins forte que tout à l'heure à l'appui des mesures et des actions qui sont présentées dans cette orientation numéro 4. On remonte un peu à 3. Oh, on baisse un petit peu. On remonte. Donc, le vote s'achève. Je regarde le nombre de voteurs. Donc, il y a quand même une majorité qui se montre favorable à ces mesures et actions présentées dans l'orientation numéro 4, mais un petit fléchissement du vote, là. Peut-être que ça pourrait faire l'objet de discussions ultérieures. Et c'est pas mal terminé, je pense, donc, pour cette question numéro 2. Allons-y tout de suite avec la question numéro 3. Identifiez 3 travaux parmi les 6 qui sont présentés sur lesquels nous devrions concentrer nos efforts à court terme. Et les 6 actions en question sont compétitivité des secteurs, innovation, concertation, réglementation simplifiée et efficace, investissement, accès aux leviers gouvernementaux, implication des partenaires du territoire, protection et valorisation des terres agricoles, fiscalité foncière agricole. Et là, vous devez en prioriser 3 sur les 6. Il y a quand même 3 qui se démarquent, 4 qui se démarquent, pourrait-on dire, surtout 2. Et donc, compétitivité des secteurs innovation et réglementation simplifiée et efficace sont nettement en tête, avec chacun 23 %. Ensuite, troisième rang, investissement, accès aux leviers gouvernementaux. Il y a quand même la protection et la valorisation des terres agricoles qui vient pas très loin derrière. Donc, on est à 170 personnes qui ont voté. Donc, c'est pas mal final comme résultat. Et je me permets donc de le confirmer. La réglementation, les questions de réglementation simplifiée et efficace l'emportent avec 23 %, ex aequo avec compétitivité des secteurs, innovation et concertation. Ah non, la réglementation vient de reprendre un point. Et en troisième position, accès, investissement, accès aux leviers gouvernementaux. Donc, on a les 3 tendances, les 3 outils, les 3 éléments, les 3 travaux, devrais-je dire, qui devraient être privilégiés selon vous. Donc, voilà pour ce 3e vote. Merci beaucoup. Merci, Lionel.
Alors nous allons poursuivre avec une discussion en table ronde. Je vous rappelle les consignes pour prendre la parole. Chaque station micro possède un bouton. Si vous souhaitez prendre la parole, vous devez appuyer sur ce bouton. Les demandes de prise de parole me seront communiquées dans l'ordre. Lorsque je vous céderai la parole, votre micro s'allumera. Je vous invite encore une fois à privilégier des interventions courtes. Il y a déjà des gens qui sont dans la file d'attente pour permettre à tous de s'exprimer. Je vous rappelle également qu'à tout moment, le ministre ou son collègue peuvent intervenir. Pour lancer les échanges, je vous pose à nouveau les questions suivantes. Quels sont les engagements qui vous mobilisent ou qui vous inspirent? Quelles seraient vos propositions aux partenaires pour aller plus loin? Et pour briser la glace cet après-midi, nous allons commencer avec AgroPure. Alors, bonjour, Monsieur le ministre, encore une fois. Permettez-moi juste un mot. Monsieur le ministre, on vous a remercié de beaucoup de choses. J'aimerais vous remercier aussi de votre grande accessibilité. Alors, depuis que vous avez débuté votre mandat, on a eu l'occasion à plusieurs reprises, à travers différents forums, de vous rencontrer et c'est grandement apprécié. Deux interventions rapides. Alors, la première, je pense que vous avez mentionné depuis le début de la rencontre l'importance de mettre le consommateur au centre de toutes nos décisions. Alors, je pense que c'est essentiel de le garder à l'esprit, car l'atteinte des cibles est de façon permanente. Parce qu'on peut atteindre des cibles de façon temporaire, mais si on veut les atteindre de façon permanente, il ne faut jamais perdre de vue l'importance du consommateur. Il faut aussi garder à l'esprit que le consommateur aujourd'hui, l'existant et le nouveau, s'identifie beaucoup aussi, non seulement à des entreprises, mais à des marques qui vont refléter ces valeurs. Alors, je pense qu'il faut aussi encourager le développement de marques fortes au Québec qui vont faire en sorte que notre consommateur va s'identifier et va pouvoir, à travers ces marques-là, non seulement se retrouver, mais on se doit aussi d'avoir des marques innovantes. Et chez AgroPure, on s'est engagé dans la voie de l'innovation avec notre programme de InnoAgroPure qui fait en sorte qu'on croit vraiment que l'innovation va changer des choses. Et aussi, ces marques doivent être le reflet de la durabilité et aussi d'une grande transparence. Mon deuxième point, rapidement, sur le territoire dynamique, je pense que, encore une fois, si on axe notre réflexion sur le consommateur, qu'est-ce qui est très important? On parle beaucoup d'économie de partage, redistribution de richesse. La redistribution de la richesse à travers le modèle coopératif peut être une façon très intéressante d'amener de la richesse en région. Alors, j'arrêterai mon intervention là. Merci, M. Coallier. La parole va à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour. Tout d'abord, à mon tour de vous féliciter, M. le ministre. Féliciter d'avoir eu la sagesse de maintenir la politique puis de continuer l'exercice qu'on mène aujourd'hui. Je pense que c'est important. Vous auriez eu le choix de dire « je vais faire autre chose », mais vous avez décidé de poursuivre ce qui a été entamé. Je trouve que c'est remarquable et c'est tout à votre honneur. Moi, je voudrais mettre en valeur le côté économique du secteur dont on parle aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'un secteur qui représente 12 % des emplois au Québec, 8 % du produit intérieur brut, qui est le premier secteur manufacturier au Québec et un secteur important en matière d'exportation, je pense qu'on n'a certainement pas à être timide de dire aux autres ministres et à l'ensemble du gouvernement que c'est un secteur extrêmement important. Et c'est un des rares secteurs où on peut se vanter de dire qu'il est à peu près dans toutes les régions du Québec, et ça, c'est remarquable. C'est pour ça que je pense que la présence des ministres aujourd'hui était très importante. Je pense que ça démontre la volonté d'en faire au-delà d'un ministère sectoriel, un ministère qui est aussi transversal. C'était intelligent d'avoir aussi la ministre fédérale parce qu'ils peuvent à la fois nous aider, mais j'avoue que par moments, ils peuvent aussi nuire à notre développement et c'est important de le rappeler. Je pense qu'il manque un ministre important autour de la table aujourd'hui, puis j'imagine que c'est parce qu'il n'était pas disponible. Et évidemment, c'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, parce que beaucoup des enjeux que l'industrie vit passent par ce ministère-là. Donc, brièvement, je veux dire qu'on a aussi une opportunité, si on met davantage en valeur les produits alimentaires québécois, de travailler sur deux axes extrêmement importants pour le Québec: améliorer la santé des Québécois
et améliorer l'économie des régions du Québec. Et ça, c'est fantastique de savoir qu'en mettant en valeur quelque chose d'ici, on peut répondre à 2 enjeux aussi importants. Vous avez parlé tantôt de main-d'œuvre. Robert Coillier a parlé d'innovation. Je pense qu'on le sait, le contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça ne va pas ralentir au cours des prochaines années. Et on est condamné à innover, à améliorer notre productivité. Et je pense qu'il faut que tous les ministères du gouvernement aient à l'esprit quand on parle d'innovation, quand on parle d'accroissement de la productivité, quand on parle d'accès à Internet haute vitesse, on doit travailler en collaboration avec le secteur agroalimentaire parce que c'est à partir de là qu'on va faire une véritable différence. Je termine sur le fédéral. Vous avez mentionné plus tôt que vous étiez intervenu récemment, notamment en matière de main-d'œuvre. Vous avez autour de la table ici aujourd'hui de nombreux groupes qui sont capables d'intervenir activement sur la scène fédérale. Et je pense qu'il ne faut pas se gêner pour nous réunir lorsque ce sera nécessaire pour que d'une voie commune, on mette les pressions nécessaires aux endroits nécessaires sur la scène fédérale. Voilà. Merci. La parole est à l'Union des municipalités du Québec. Oui, merci. Bonjour, merci, merci, Monsieur le ministre, et à toute votre équipe là, pour l'organisation de l'événement. C'est une belle initiative porteuse, on le voit, il y a plein de gens réunis ici aujourd'hui, donc on voulait vous remercier, vous féliciter pour ce succès d'abord et avant tout. Pour aller dans le vif du sujet, bien, pour nous, à l'Union des municipalités du Québec, l'enjeu de la vitalité des territoires est un enjeu majeur. L'agriculture, les pêcheries jouent un rôle essentiel dans la vitalité de nos territoires en région. Et pour assumer pleinement ce rôle, bien, il y a toute la question du cadre d'aménagement qui, pour nous, doit être modernisé. Puis je vous donne 3 exemples à cet effet-là. Toute la question du morcellement des terres agricoles pour faciliter l'établissement de la relève sur les cultures de plus petites terres. C'est quelque chose qui nous préoccupe. Tout ça dans le but de rendre plus attractif la production agricole pour les jeunes en région. Également, deuxième exemple, la prise en compte des particularités régionales par la CPTAQ. D'ailleurs, je salue là, le document qui a été publié au début du mois par la CPTAQ à cet effet-là. Donc, cette notion-là de s'adapter de plus en plus aux particularités régionales, elle commence à être prise en compte et je pense qu'on est sur la bonne voie à cet effet-là. Et le troisième exemple que je donnerais serait le fait de toujours veiller à rapprocher les décisions des milieux où ces décisions-là s'appliquent. C'est un peu le principe de subsidiarité, si on veut, ou de reconnaissance des acteurs de proximité que sont, par exemple, les municipalités, comme partenaires du milieu pour que les décisions reflètent le plus possible les réalités de chacun des territoires. Donc, cette modulation-là, cette adaptation-là, pour nous, c'est un élément qui est vraiment essentiel dans le rôle qu'on a tous ensemble pour assurer la vitalité de nos territoires. Bref, les municipalités du Québec sont des partenaires. Nous voulons collaborer et nous allons collaborer avec vous, avec votre ministère, avec tous les partenaires du milieu bioalimentaire, que ce soit au niveau agricole, au niveau des pêcheries, au niveau de l'aquaculture, de la mariculture ou peu importe le secteur du bioalimentaire. Et en terminant, je finirai en disant que l'une de nos principales préoccupations à l'UMQ, c'est ce qui touche particulièrement le secteur bioalimentaire, c'est la question de l'adaptation au changement climatique aussi. L'UMQ a tenu un sommet sur la résilience climatique en novembre dernier. C'est un sujet central aussi de nos revendications vis-à-vis le gouvernement fédéral pour la prochaine campagne électorale. Ça figure au cœur de notre plateforme électorale fédérale. Et aussi, le sujet, je crois qu'il devra faire partie de plus en plus de nos discussions à cette table-ci. Je crois qu'elle doit se réunir annuellement. Ça, c'est important. Puis je pense que la question des changements climatiques, de s'adapter pour justement se prémunir contre les impacts des changements climatiques, ça va devoir faire partie aussi, je pense, de nos discussions à venir. Donc voilà, je terminerai de cette façon-là. Merci. Merci, monsieur. J'ai peut-être passé un peu vite et vous vouliez intervenir, monsieur Lamontagne? Juste quelques points. Stéphane, ton intervention tantôt brièvement, là, tout ce qui touche les enjeux de main-d'œuvre, de t'entendre dire qu'il y a plusieurs joueurs dans la salle qui peuvent intervenir auprès du gouvernement fédéral parce qu'il ne faut pas se leurrer la clé. Chez nous, il y a beaucoup qu'on peut faire, formation, prospection. Jean Boulet a lancé plusieurs chantiers, je pense, qui sont porteurs, mais il reste qu'on est quand même face à une réalité. Mais
le geste qu'on pose avec l'Ontario, qu'on va rendre au fédéral là, dans les jours qui viennent, là, ça se veut vraiment un geste important. Mais c'est certain que si on peut fédérer encore davantage nos représentations là, auprès du gouvernement fédéral, parce que, tu sais, on en parle là, au ministère de l'Agriculture, mais la clé est au ministère de l'Immigration. Puis le ministère de l'Immigration, mais il est tout sensible vraiment en réalité qu'on vit. Puis j'ai entendu tantôt, monsieur de la Restauration, j'ai entendu que vous avez les mêmes enjeux, mais là, quand on parle des travailleurs temporaires agricoles, là, puis pour nos transformateurs, c'est aussi un enjeu qui est très criant, mais de fédérer ça, là, je prends ça en note, puis on va certainement organiser quelque chose de ce côté-là. Daniel, au point de vue de territoire agricole, première chose, je dois vous dire une chose, là, le ministre de l'Agriculture, il est très heureux que la question de la gouvernance, puis tout ça, de la loi de la protection du territoire agricole, soit entre les mains de la Commission de la protection du territoire agricole, qu'il n'y a rien à voir avec le ministre de l'Agriculture. Ça, je suis très heureux de ça parce que, écoutez, il n'y a pas une journée qui passe que je ne suis pas interpellé de toutes sortes de façons, pour toutes sortes de demandes, puis toutes sortes aussi, des fois, de frustrations qu'il peut y avoir dans le milieu qui ont trait à la question de la protection du territoire agricole. Je voudrais mentionner deux choses. C'est sûr que il y a une chose qui est très importante, là, c'est qu'on a un devoir aussi de protéger notre ruralité. Hein? Fait qu'à un moment donné, là, il y a une fusion qu'il faut qu'il se fasse aussi entre la protection de notre territoire agricole et aussi la protection de notre ruralité. Ça, c'est important de toujours garder ça en tête. Okay? Comment ça peut se matérialiser? Bien, ça, on va le voir à l'usage. L'autre chose aussi, par contre, qui est importante, c'est que ce qu'on vit au point de vue agricole aujourd'hui, c'est une chose. Des fois, je vais entendre dire « Oui, mais écoute, André, à telle place, les terres sont plus ou moins utilisées, les terres sont plus ou moins de qualité. » Tu sais, quand on parle de territoire agricole, on parle d'aménagement de territoire. Ce n'est pas une affaire qu'on parle pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faut se projeter 50, 75 ans, un siècle en avant. Il faut avoir cette vision-là. Ce qu'on voit aujourd'hui comme besoin en termes d'agriculture, à quoi ça va ressembler dans 25 ans, dans 50 ans, dans 75 ans? Il faut qu'on ait cette vision-là, puis il faut qu'on soit sensible à ça. Alors, c'est faire l'arbitrage entre nos besoins immédiats, puis aussi notre quête de développement, puis tout ça. Moi, juste dans mon comté, moi, j'ai 3 municipalités, je veux dire, qui ont 0 terre, ils n'ont plus rien de blanc. Mais les responsabilités à chaque année de ces municipalités-là ne cessent d'augmenter par toutes sortes de réglementations et tout ça. Où c'est que tu veux qu'ils aillent chercher leur argent, à part d'être capable de faire bâtir 2 ou 3 maisons, d'avoir 1 ou 2 commerces de plus? Fait que ça, on a ça. L'autre chose aussi très importante, on a depuis depuis plusieurs années, mais on est tellement dynamique, l'entrepreneuriat, l'agrotourisme, les petites entreprises, les choses de niche, combien on a d'embûches. Ça, c'est une façon aussi de revitaliser et dynamiser nos territoires, notre ruralité. Mais combien d'embûches on a? Il y en a qui viennent, oui, de par nos réglementations au niveau de la protection du territoire agricole, mais il y en a de toutes sortes de façons. J'étais content de voir tantôt que dans le sondage, je pense que le premier point, c'était la réglementation. Il faut qu'à un moment donné, là, qu'on s'assoie et qu'on voit quels sont les obstacles à la revitalisation, quels sont les obstacles à la vitalisation de nos territoires, puis d'en faire une priorité. Hein? Fait que, juste pour dire que, je suis content que ce ne soit pas moi qui sois en charge de la protection touristique. M. Labrie qui est là-bas. Hein? Mais en même temps, il faut qu'on développe cette sensibilité-là, cette protection de notre ruralité et de la prospérité de notre ruralité. Fait que ça va être de trouver un arbitrage en quelque part, puis c'est quelque chose qu'on va chercher à faire. Et la parole est à l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Monsieur le ministre, Monsieur le sous-ministre, le secteur horticole fait face à un beau défi qui s'en vient devant lui, avec l'augmentation de la consommation des fruits et légumes, avec le nouveau guide alimentaire canadien, avec les politiques qu'on met de l'avant pour augmenter la production et l'exportation. Le secteur est en position pour prendre une place de choix dans l'offre de services et l'offre de produits qui vient devant lui. Par contre, on a besoin d'un environnement d'affaires qui est propice pour que nos producteurs et productrices horticoles, maraîchères, fruitiers et végétaux, d'être capables de prendre la place qui leur revient. Alors, on fonde beaucoup d'espoir sur le groupe de travail interministériel qui a commencé et qui va se pencher sur les enjeux et la stratégie pour le secteur horticole. Les éléments qu'on va regarder plus en particulier sont au niveau des politiques sectorielles et de la réglementation, de l'innovation et du transfert technologique, de la main-d'œuvre, de sa disponibilité et de son coût, du capital productif et du développement rentable et durable de la production. Ce qu'on souhaite, ce n'est pas avoir une solution qui est mur à mur pour tout le monde, mais une solution qui est adaptée
au secteur horticole. Et en ce sens-là, le gouvernement a une responsabilité de mettre en place un cadre stratégique avec l'industrie pour que le secteur horticole puisse prendre sa place et contribuer de façon importante. Merci. Et maintenant, le Conseil des industriels laitiers du Québec. Bonjour, merci, Monsieur le ministre, de l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer. Je veux aussi signaler, comme le faisait mon confrère, M. Coallier, là, de votre disponibilité. C'est très apprécié dans le contexte. Mais je veux aussi souligner la disponibilité de la permanence du MAPAC dans le soutien de nos activités. C'est également très apprécié et très utile. Essentiellement, moi, j'ai trois commentaires sur lesquels j'aimerais focuser. Le premier, ça concerne la compétitivité et la capacité d'innovation. C'est très important, ces éléments-là, pour faire face à l'avenir. Vous savez, dans le secteur laitier, on va faire face à un environnement où les importations vont accroître. En même temps, on a des exigences des consommateurs qui sont de plus en plus élevées sur toutes sortes d'éléments qui concernent des valeurs sociales qui sont importantes de répondre. Et on pense que c'est important que le MAPAC et le gouvernement développent des programmes adaptés pour accompagner les entreprises à atteindre cet objectif-là. Le but, c'est d'être capable, à terme, de maintenir les activités des entreprises, d'être capable de continuer à produire des produits innovants et de répondre aux besoins des consommateurs. L'autre élément sur lequel aussi que je voudrais peut-être mettre de l'emphase, on parle beaucoup de main-d'œuvre. Effectivement, le secteur laitier fait face aussi à beaucoup d'enjeux de main-d'œuvre. Mais au-delà de la main-d'œuvre, un élément qui sort aussi comme étant un élément très important, c'est la qualité de la formation de la main-d'œuvre. C'est important pour le secteur laitier d'avoir des employés spécialisés, qualifiés, qui sortent d'écoles qui sont modernes et à la hauteur là, des technologies d'aujourd'hui. Et on souhaite que le gouvernement continue à investir dans ces ITA, entre autres, pour être capable d'assurer cette formation-là à long terme et être capable de développer des programmes de formation qui sont à la hauteur des besoins des entreprises. On signale d'ailleurs une très grande collaboration avec votre ministère et l'ITA déjà pour être capable de réfléchir comment on peut atteindre ces objectifs-là, mais on souhaite que ces activités-là se poursuivent et que le ministère de l'Éducation soit le plus possible impliqué aussi dans cet exercice. Troisièmement, le dernier élément que je voudrais soulever, c'est toute la question de la recherche et l'innovation. Je pense que dans le secteur laitier, on a un modèle qui est unique au Canada, sinon même unique au monde, qui est un modèle où à la fois les producteurs et transformateurs investissent collectivement pour soutenir la recherche et basé sur des priorités établies par l'industrie elle-même. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il faut continuer à investir dans la recherche. Il faut accroître nos efforts de recherche pour faire face aux défis que je vous ai soulevés tantôt, en particulier au niveau de la compétitivité et de nos transferts. Et on souhaite que le gouvernement poursuive et nous accompagne également là, dans cet accroissement de nos activités de recherche au sein de nos balais. Merci. M. Langlois. Oui. Un petit commentaire sur la formation, M. Langlois. Au mois de novembre, fin novembre, j'ai eu à rencontrer le premier ministre pour lui faire part de mes priorités, parce que le premier ministre a choisi, dans sa façon d'exercer son privilège d'être notre premier ministre, au lieu de nous donner des lettres mandat, il nous a demandé de lui soumettre qu'est-ce qu'on voyait comme priorité pour notre secteur. Puis je lui ai soumis 6 priorités, mais une de ces priorités-là, ça touchait toute la question de la formation puis la dynamisation de nos écoles de formation en agriculture. Je peux vous dire qu'on est je suis très sensible. On a un premier ministre qui a un penchant, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, pour toute la question, très sensible à la question de l'éducation. Alors, au cours des mois, des années qui s'en viennent, là, il y a beaucoup d'énergie qui vont être investies là, pour non seulement dynamiser nos écoles, mais s'assurer à quel point ils vont être appareillés avec nos réalités d'aujourd'hui dans notre secteur bioalimentaire. Là. La parole va à la table québécoise sur la saine alimentation. Merci beaucoup. J'écoutais M. Forget tout à l'heure de la Fédération québécoise de la Chambre de commerce pour améliorer la santé des consommateurs et, je dirais, des mangeurs. Améliorer aussi l'économie et lorsqu'on parle du soutien et de la valorisation du territoire, vous avez parlé de l'agrotourisme. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire, mais lorsqu'on parle des haltes routières,
Est-ce qu'on devrait avoir le ministre des Transports avec nous aussi? Donc, est-ce qu'il y a possibilité de mettre en valeur des produits régionaux plutôt que de la restauration minute? Je ne sais pas, c'est un questionnement que j'ai depuis 10 ans. Et Marche-tu? Je fais juste vous couper, juste vous dire, on peut-tu avoir des haltes routières qui se tiennent? Des haltes routières dans lesquelles on n'engloutit pas des dizaines et des dizaines de millions de dollars. On peut-tu avoir ça, là? Mais par rapport à l'alimentation, est-ce que c'est un questionnement qu'on pourrait avoir aussi pour le développement agro-touristique aussi? Voilà. La Coop fédérée. Bonjour à tous, Justin Gervais, président de la Coop fédérée. Merci, M. le ministre, de nous permettre de contribuer à bâtir cette politique bioalimentaire ensemble. La Coop fédérée, malgré le fait qu'on soit présent dans le paysage québécois depuis près de 100 ans, on est un peu un secret bien gardé. La Coop fédérée, c'est 3 divisions. C'est la division agricole, Seuil Agriculture, c'est BMR, c'est Olimel. L'an passé, c'est 6,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est 1,4 milliard de ventes de porc à l'exportation. On est présent dans les régions du Québec depuis de nombreuses années. Nous sommes la dernière grande coopérative agricole canadienne présente de la terre à la table. On a partagé avec nos coopératives membres du réseau au cours des 5 dernières années 250 millions de dollars en ristourne, ce qui contribue à la prospérité des familles agricoles, mais aussi à dynamiser les régions du Québec. À chaque jour, nos membres et nos employés travaillent avec rigueur et passion à satisfaire les besoins et les attentes des consommateurs. Un exemple concret de dynamisation des territoires est le projet des maternités collectives des fermes boréales au Témiscamingue. On a investi plus de 50 millions dans ce projet-là. On a contribué à créer plus de 50 emplois, tout en générant des retombées fiscales et économiques pour les municipalités qui ont accueilli ces maternités-là. Ce qui permet à Olimel de mettre en marché les produits de porc sur le marché mondial, mais aussi faire rayonner l'expertise agroalimentaire et agricole québécoise. Dans un contexte de volatilité des marchés, le support du gouvernement dans les programmes de gestion de risque est toujours pertinent et d'actualité. Les entreprises agricoles et de transformation alimentaire méritent un véritable partage de risques avec le gouvernement, en particulier dans les contextes de marché qu'on connaît présentement. Afin de maintenir la compétitivité des entreprises agricoles et agroalimentaires du Québec, la réalité commerciale hautement concurrentielle commande de favoriser une approche filière concertée et constructive pour chaque secteur. Un bel exemple de ça, c'est la filière porcine coopérative qu'on a mis sur pied avec les producteurs de porc coop qui sont membres de cette filière-là. Il y a 233 producteurs membres de cette filière qui se sont partagés au cours des dernières années plus de 100 millions de dollars en primes, ristournes et dividendes. C'est ça aussi la réalité coopérative, c'est le partage de la richesse qui est rejailli dans les différentes régions du Québec. Mais en résumé, la Coop fédérée, c'est une entreprise prospère, durable, innovante qui contribue à dynamiser les territoires. Merci. Merci, M. Gervais. La parole va à l'Union paysanne. Bonjour à nouveau. Mon premier point porterait justement sur la mise en marché collective, les plans conjoints, la gestion de l'offre. Il y en a question dans le document. Je veux porter à votre attention, pour ceux qui l'ignoraient, qu'actuellement, avec les nouveaux accords de libre-échange, que le Canada, donc le Québec, laisse entrer par grande quantité donc du lait, du poulet, des œufs. Et pendant le même temps, on interdit aux gens de vendre directement du poulet ou des œufs ou du lait hors quota au Québec. Donc, il y a comme un paradoxe actuellement. Comment ça se fait qu'on laisse entrer la concurrence et qu'on interdit la mise en marché directe des mêmes produits pour les producteurs du Québec? Et pourtant, la loi sur la mise en marché des produits agricoles au Québec, l'article 63 en particulier, stipule très clairement que toute mise en marché directe aux consommateurs n'a pas à être soumise à quelque plan conjoint ou quota que ce soit. La Régie peut en décider autrement si elle juge qu'une atteinte sérieuse, une menace pour la sécurité du marché. Je ne pense pas que ce soit le cas si quelqu'un décide de vendre 200 poulets par année au lieu des 99 prescrits. Donc, je vois déjà un paradoxe important là-dessus, une inéquité auquel n'ont pas nécessairement à faire face les autres producteurs canadiens, soit disant en passant. S'il est question donc de politique bioalimentaire, je pense que l'évaluation qui est prévue des plans conjoints, de la mise en marché collective et de la gestion de l'offre devrait fonctionner sur d'autres critères. Actuellement, la gestion de l'offre, aussi louable qu'elle puisse être pour certains objectifs de stabilisation des prix sur le marché, a eu des effets dévastateurs sur la relève, sur le nombre de fermes. À peu près 80 % des fermes qui sont sous gestion de l'offre ont disparu depuis l'implantation des quotas.
Donc, si la Régie devait refaire une évaluation des plans conjoints, je pense qu'elle devrait se doter de nouveaux critères. Je parlais d'indicateurs ce matin, et je pense que parmi les indicateurs, ce serait d'abord le nombre de fermes. On veut maintenir ou augmenter le nombre de fermes et non pas simplement les voir disparaître comme c'est le cas actuellement. On devrait également parler de pourcentage d'approvisionnement local ou national au niveau de la province. Ça, c'est ma première critique donc, concernant la loi de la mise en marché des produits agricoles. Mon deuxième point touche la CPTAQ, qui, tant qu'à faire l'objet d'une réforme, devrait également changer ses orientations et ses critères. Au lieu d'actuellement d'avoir comme critère principal l'homogénéité du territoire, alors que ce qu'on veut, c'est justement la diversification du territoire. Fait qu'évidemment, ça veut dire que la CPTAQ, et d'ailleurs, c'était les recommandations de l'ex-président de la CPTAQ, M. Ouimet, à l'effet de diversifier, d'ouvrir agrotourisme, mise en marché direct, hébergement à la ferme, etc., les services connexes, une scierie mobile, ce sont des services dont les agriculteurs ont besoin également. Donc, si encore là, on doit modifier les critères de la CPTAQ, je pense qu'il devrait avoir comme objectif, 1, l'occupation décentralisée du territoire. Donc, préserver les terres, c'est une chose, mais d'occuper les territoires, moi, je suis soucieux des centaines de villages qui perdent leurs écoles, qui perdent leur marché d'alimentation, qui perdent leur quincaillerie locale, qui perdent leur bureau de poste. Donc, il faut permettre de revitaliser ça, et la CPTAQ a un rôle à jouer là-dedans. L'exode rural en fait partie. Donc, ce sont les recommandations que je ferai. Encore là, je reviens à la question des indicateurs. Peut-être que ma vision n'est pas correcte, mais si on a des indicateurs valables, on peut vérifier après 1 an, 2 ans, 5 ans, est-ce qu'on a augmenté le nombre de fermes avec les plans conjoints ou si on les a simplement regardés disparaître, comme c'est le cas depuis un demi-siècle? Merci. Merci, M. Laplante. Une dernière intervention, celle de la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec. Merci. Comme pour tous les secteurs d'activité, pour faire en sorte que nos entreprises soient des entreprises prospères, durables et innovantes, je ne reviendrai pas sur les enjeux de main-d'œuvre, mais sans main-d'œuvre, c'est clair que nos entreprises ne peuvent pas l'être. Présentement, moi, à titre personnel, il me manque plus de la moitié de mes employés pour réussir à bien fonctionner. Je dois refuser des contrats. J'ai beau vouloir être innovant, je vais l'être pour réussir à arriver à la fin de ma saison. Mais il est important d'investir dans l'ensemble de la recherche au Québec, dans tous les secteurs, et de faire redescendre cette recherche-là aussi par des centres de transfert technologique pour que ça puisse s'adapter à la réalité de nos entreprises. C'est beau faire de la recherche, il faut la financer, cette recherche-là, c'est important, mais il faut aussi s'assurer du transfert technologique pour nos différents secteurs de ce côté-là. J'étais content, Monsieur le ministre, de vous entendre parler de que l'éducation était importante pour vous. Mais au-delà de ça, il faut aussi valoriser les emplois de notre secteur, de faire la publicité des emplois de notre secteur, que nos emplois sont des emplois d'avenir, durables, prospères, économiques et rentables. Ce n'est pas du cheap labor qu'on a dans nos entreprises. On est capable de bien vivre de notre secteur. Donc, c'est important aussi de faire toute cette valorisation-là pour qu'on puisse avoir de la main-d'œuvre qualifiée, de qualité, qui va nous rendre nos entreprises prospères, innovantes, etc. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur Lamontagne, vous voulez intervenir? Oui, juste pour revenir, on a un certain nombre de centres de recherche là, qui visent un certain nombre de filières. Mais c'est certain que le nerf de la guerre, là, pour les années qui s'en viennent, là, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, mais que ce soit au niveau de notre compétitivité, tout est dans la recherche. Tout est là-dedans. Fait que, il y a une partie au ministère où on investit des millions de dollars par année en soutien à la recherche, puis on a le bon gars à côté de nous autres aussi qui peut nous aider là-dedans. Mais c'est certain qu'une filière au Québec aujourd'hui qui est dans ses priorités, puis dans son plan, au top, on n'a pas l'idée d'innover, on n'a pas l'idée de faire de la recherche dans tous les aspects de notre business, si on veut, là. Bien, ce secteur-là, il est condamné à tirer de la patte par avoir de la misère. La façon de passer à travers, la façon de survivre, d'être prospère, dans tous nos enjeux, que ce soit environnemental, nos enjeux de main-d'œuvre, nos enjeux de compétitivité, tout passe par de la recherche puis par de l'innovation. Puis le signal que je peux vous envoyer, c'est d'y aller. On regarde, je pense, au niveau des maraîchers, justement, là, ils veulent vraiment s'investir là-dedans. On va être des partenaires. Le MEI va être un partenaire. Il faut qu'on soit présent. Puis il faut que vous, dans vos plans, au top, ce soit ça. Puis si on fait ça, là, ben, on a des bonnes chances non seulement de passer à travers ici, mais ceux qui ont des ambitions pour aller ailleurs, ben, on a des chances d'être équipés pour être capable d'aller compétitionner sur d'autres marchés, là.
Merci. Alors, nous accueillons et on lui souhaite la bienvenue, M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, très belle région avec une belle agriculture. Sans plus tarder, je lui demande de prendre la parole et je vous reviens après pour un petit changement d'horaire. Merci, merci André de m'avoir invité. Merci à tout le monde de permettre d'être ici. J'ai accepté avec enthousiasme parce que on dit toujours qu'on est un gouvernement de proximité, alors il n'y a pas un meilleur moyen d'être proche de vous comme on l'est présentement. Je pense que l'idée, c'était que peut-être donne un peu de contexte sur le développement économique, c'est quoi la politique du gouvernement, puis peut-être d'entendre après ça certains commentaires que vous pourriez me faire. Je vais être ici après pour 1 heure à peu près. Alors j'apprécie beaucoup cette opportunité-là. Je ne vais prendre pas trop de temps, mais peut-être donner un peu un contexte. Beaucoup de choses ont déjà été dites, là, vous ne serez pas surpris. Alors évidemment, je pense que les finances publiques du Québec sont dans un ordre excellent, je pense qu'on l'a bien dit. Puis on est privilégiés, on a de moyens nos ambitions. Puis en même temps, quand je regarde le côté économique du Québec, je regarde le positionnement de nos entreprises au Québec, bien, il faut constater qu'il y a un écart de productivité qui existe par rapport à nos compétiteurs, soit de l'Ontario, soit des États-Unis. Alors, je pense qu'il ne faut pas mélanger économie et finances publiques. Mais la beauté de cette situation-là, c'est que, d'une part, on a des finances publiques pour pouvoir corriger, résorber cette situation-là. On a un plan ambitieux au gouvernement pour pouvoir réduire l'écart de productivité. Et d'autre part, bien, on est capable aussi, avec la base entrepreneuriale qui est l'ADN du Québec, de profiter de, je pense, cette base-là, puis de construire. Alors ça, c'est le premier message. Je pense que les 3 gros chantiers dans lesquels je vais me préoccuper dans les prochaines années, ça va être l'innovation, investissement en innovation, l'investissement direct étranger et l'exportation. Alors, rapidement, innovation, on ne peut pas réduire l'écart de productivité juste en espérant que le taux de change soit favorable ou en espérant que les gens nous aiment. Je pense qu'un des éléments qui a été assez évident pour moi en entrant en fonction, c'est que quand on regarde l'investissement privé non résidentiel au Québec, nous avons moins investi sur une base relative que nos voisins canadiens et encore beaucoup moins que nos voisins américains. Donc, l'écart de productivité, bien, c'est fonction en grande partie de nos investissements. Je reconnais que l'investissement en équipement n'est pas le seul corrélateur de la productivité. On a une économie du savoir, une économie de beaucoup de services. C'est sûr qu'on ne mesure pas de la même façon la productivité au niveau des entreprises de services. Mais néanmoins, il faut constater qu'il faut investir plus. Investir plus, c'est quoi? C'est le 4.0 dans le cas du manufacturier ou c'est la numérisation dans le cas du service et du manufacturier pour éventuellement bénéficier de nos fondations très précises ou très fortes en intelligence artificielle. Deuxièmement, il va falloir aussi être très ciblé sur nos investissements directs étrangers. Moi, je crois beaucoup qu'au Québec, qui est un écosystème de PME, que dans certains secteurs, qu'il faille y avoir avec nous des grands donneurs d'ordre qui vont pouvoir faire monter la chaîne d'approvisionnement. Le meilleur exemple, c'est Airbus. Bon, le chemin est encore à parcourir. Je ne parlerai pas de comment Airbus est rentré au capital de Bombardier. C'est pas pertinent de la discussion d'aujourd'hui, mais sauf qu'ils sont là. Moi, Airbus, j'ai tenté des relations avec eux autres. J'essaie de les convaincre d'investir encore plus au Québec parce que la santé d'Airbus au Québec va être en corrélation directe avec la santé des PME qui œuvrent dans le domaine de l'aérospatial. Je nomme cet exemple-là, ça ne vous touche pas, mais c'est quand même, je pense, un bon cas d'espèce. On a 40 000 employés à l'aérospatial au Québec. On a 50 des revenus canadiens en aérospatial au Québec. Il y en a 70 de la recherche et développement aérospatial au Québec. Alors, il faut profiter de ça. Alors, si on continue à mettre de l'argent en recherche, on a des grands donneurs d'ordre qui sont capables de venir travailler avec nos PME. Bien, dans 10 ans, on va avoir une industrie qui va être encore plus performante. Ça s'applique à la même chose au niveau de la santé, et je pense que certainement dans votre niveau à vous, j'ai participé récemment avec une rencontre, certains d'entre vous, à CETAC, puis on a identifié clairement qu'on devrait, au même titre, dans la transformation alimentaire,
donner cet exemple-là, être performant aussi, puis de pouvoir mettre des programmes en place qui vont faire qu'on va être capable d'investir. Là, je reviens au premier point, mais le deuxième point peut être aussi en place. Le troisième point, c'est l'exportation. Je ne veux rien dire contre nos amis américains, absolument pas. La relation Canada-États-Unis, je pense que la relation commerciale canadienne est bien plus nord-sud qu'est-ouest. Donc, c'est normal. Nous avons 70 de nos exportations en biens qui s'en vont aux États-Unis. Il ne faut pas réduire ça. Mais je pense qu'il faut avoir une moins grande dépendance peut-être aux États-Unis. C'est peut-être moins applicable pour vous autres, mais je pense qu'il faut faire attention parce que les règles de protectionnisme qu'on voit et en Chine et aux États-Unis ne disparaîtront pas. Conséquemment, il faut regarder d'autres marchés. Par hasard et par chance, nous avons maintenant un accord de libre-échange avec l'Europe. Alors, moi, j'avais une PME avant. Mon PME, on va aller en Europe, mais c'était compliqué en Europe. Il y avait 26 pays, 25 langues, des tarifs douaniers, mais tout ça est éliminé. Aujourd'hui, on peut aller en France, si on aime le langage, on peut aller en Allemagne. Alors, on peut rentrer dans un pays, s'établir, puis pouvoir rayonner dans le reste du pays. Alors, au niveau d'Investissement Québec, au niveau du gouvernement, il est clair qu'il faut encourager les PME québécoises qui peuvent exporter, d'avoir les outils financiers et les outils humains pour pouvoir le faire. Ça va être un focus important. Donc, innovation accrue, investissement direct étranger ciblé et exportation. Si on réussit à manœuvrer là-dedans dans les prochains 4 ans, on va être à une place différente qu'on est aujourd'hui. Pour mes objectifs fondamentaux, je pense que c'est clair. Le premier ministre a été très clair. On veut créer de la richesse collective qui, en soi, n'est pas une fin. Parce que moi, ce qui m'a attiré en politique, c'est de dire, bien, si je peux contribuer avec l'équipe à créer de la richesse pour qu'on réinvestisse dans notre fondation première, qui est l'éducation, et dans la deuxième, s'occuper de la santé, bien, on va être intéressé. Donc, comment on va arriver à créer cette richesse-là? Bien, évidemment, la productivité et d'avoir des projets novateurs qui vont nous permettre de se distinguer. L'autre point, c'est que c'est important que l'entrepreneuriat soit bien supporté au Québec. Je pense que nous sommes un ADN d'entrepreneurial et il faut que nous ayons la capacité de pouvoir inspirer puis profiter de ça. On va faire quoi? Formation, éducation. Il existe présentement 5 écoles d'entrepreneuriat au Québec. Il va y en avoir 4 autres qui vont être ensemencées dans les prochains mois. Dans notre budget, on a 4 nouvelles, donc on va avoir 9 centres de formation. Deuxièmement, du capital de risque chez Investissement Québec, on va en mettre, parce qu'un des problèmes nous avions au Québec, c'est que ce que j'appelle la vallée de la mort, là, quand on parle de start-up, puis qu'on parle de commercialisation, il n'y a pas d'argent disponible, parce qu'il faut aller aux États-Unis, il faut vendre les compagnies. Alors, on va progressivement mettre de l'argent disponible pour des start-up, puis ça peut être dans tout secteur confondu. Puis troisièmement, ça prend de l'accompagnement, parce que souvent les PME, start-up ou PME, on parle, bon, là, on met de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent qu'il faut aussi accompagner les gens. Je pense au CRIC, je pense au CFRIO, je pense à toutes sortes d'organismes de ressources humaines qui sont là pour pouvoir identifier les PME, accompagner les PME dans des projets structurants. Et je pense que ça, c'est un rôle que le gouvernement doit faire. Le gouvernement ne peut pas mettre les choses en place, on est là pour faciliter la courroie de transmission, ou l'alimenter plutôt, donc chargeur à batterie. Alors, ça va prendre des ressources humaines, ça va prendre du capital pour pouvoir que les entreprises, qu'on permette aux entrepreneurs du Québec de se démarquer. Enjeu de main-d'œuvre, vous en avez sûrement parlé, je ne rentrerai pas là-dedans. Main-d'œuvre, c'est carrément quelque chose qui est au centre. Le plafond de verre du Québec, c'est la main-d'œuvre. Et clairement, M. Roberge, au niveau éducation, corrélation entre l'adéquation entre le curriculum et les emplois supérieurs. M. Jean Boulay, au niveau, évidemment, du ministère de l'Emploi, et Simon Jolin, au niveau de l'immigration, et moi, travaillons étroitement. On se rencontre régulièrement parce que c'est sûr qu'il faut débloquer ce nœud gordien-là, parce que sans main-d'œuvre, on a beau avoir tout le capital qu'on veut, on n'y arrivera pas. Il faut dire en passant que l'optimisation manufacturière du 4.0, dans le cas où c'est applicable, bien, ça va aider aussi parce que on avait peur des robots il y a quelques années. Là, je pense qu'on en veut des robots parce que ça va permettre de compenser. Bon, il faut y aller de façon méthodique. Investissement Québec, pour conclure. Investissement Québec, bon, on lit les journaux, on sait ce qui se passe, mais on a, je pense, un mandat qui va être largement plus vaste. En termes de la chaîne des capitaux, carrément, j'ai dit tantôt, il manque de l'argent dans la vallée de la mort. Il manque de l'argent aussi dans les sociétés qui sont prématurément vendues à l'extérieur du Canada. On parle des sièges sociaux, donc on va combler la carence au niveau d'Investissement Québec via des fonds spécialisés, via l'interne, alors qu'on est déjà en mode d'action. Et l'autre mandat d'Investissement Québec qui va être élargi, c'est qu'il faut, au niveau du Québec,
être présent, je l'ai dit tantôt, au niveau accompagnement humain pour permettre aux entreprises de comprendre quels sont les investissements en innovation, en numérisation qui sont requises, et d'autre part, il faut avoir le capital pour le faire. Également, au niveau international, on va devoir être plus performant sur les forces vives qui existent, que ce soit chez Montréal International, que ce soit Québec International, que ce soit au MRIF, qui est le ministère des Relations internationales. Il y a beaucoup de monde qui font bien des affaires, mais ne sont pas tout à fait bien coordonnés. Alors, pour moi, c'est important pour l'exportation qu'on doit faire en Europe, par exemple, qu'on utilise les ressources qui existent déjà. On a, entre Investissement Québec et le MRIF, le ministère des Affaires étrangères, on a à peu près 150 personnes qui sont basées à l'international. Alors, ces gens-là vont devoir non seulement trouver des investisseurs qui vont venir investir au Québec, mais aider les compagnies québécoises qui veulent exporter. Au même titre qu'Export Québec, un groupe qui est performant, qui est basé ici à Québec, Montréal et en région, soit aussi mobilisé chez IQ pour travailler avec eux autres. Donc, IQ va devenir un peu un guichet unique qui va pouvoir permettre aux entrepreneurs d'avoir une place à aller et qu'on puisse identifier des projets et qu'on puisse servir des ressources à l'interne. Alors, le mandat va être très large. On va devoir élargir la base de ressources humaines. Je vais être public. On va déposer un projet de loi probablement dans le bout du 10, 11, 12 juin, avant la fin de la session. Et je vais être public aussi avec monter l'équipe d'Investissement Québec, monter le nouveau mandat. Moi, je pense que ça va être très pertinent pour permettre à différents groupes, dont le vote, d'être performant. Puis avec André, on a eu une longue discussion sur ça. Je pense que le MEI/Investissement Québec doit être en support au MAPAC pour permettre aux entreprises qui participent dans votre écosystème de bénéficier, si vous en avez besoin, de ressources autant humaines que financières pour que vos plans de croissance soient livrés. Alors, je vais arrêter là. Je serais heureux d'avoir vos commentaires ou questions. Oui, bien, première des choses, merci beaucoup, Pierre, d'être là. Puis je dois vous dire, quand j'ai demandé à Pierre s'il pouvait être présent, ça fait déjà un bout de temps, tout de suite, il a mis ça dans son horaire. Puis aujourd'hui, il est parti d'un endroit, je pense qu'il a fait 1h30 d'auto, il était avec nous autres 1h et quart, puis il retourne en sens inverse, il retourne d'où il est venu, à une autre 1h30 pour s'en retourner dans ses activités. Fait que, un gros merci. Puis pour moi, c'était très important que tu sois là, parce que faut qu'on... les enjeux qu'on a, là, tu parles d'exportation, tu parles des accords avec l'Europe. Ce qu'on s'aperçoit, puis ce que je comprends, c'est que nos exportations vers l'Europe, au point de vue de l'alimentaire, c'est très, très difficile. Le produit rentre à la tonne ici, puis nous autres, c'est compliqué de les sortir, les produits. C'est compliqué par eux autres, les réglementations. C'est compliqué par les embûches qu'ils peuvent nous mettre dans les pattes. Fait que, à ce niveau-là, là, c'est sûr que le MAPAC, j'ai un lien avec tout le monde, là, mais ma business première, le MAPAC, moi, c'est pas l'exportation. Fait que si le focus de notre gouvernement, c'est vraiment de donner un gros tour de roue pour l'exportation, bien, c'est là de l'importance d'avoir ce que j'appelle l'équipe économique bioalimentaire Québec. Il faut qu'on ait une synergie entre le MAPAC, les besoins, les caractéristiques de notre industrie, puis les moyens et les leviers que vous avez de votre côté. Puis au niveau de l'exportation, là, écoute, moi, c'est sûr que je peux contribuer quelques millions de dollars par année pour aider pour que nos entreprises exportent. Puis quand on parle d'agroalimentaire, on parle de la transformation alimentaire, tu sais, c'est beaucoup. Alors, de pouvoir compter sur le soutien, d'avoir une meilleure synergie pour qu'à un moment donné, vous preniez la balle pour traduire en, tu sais, que les bottines suivent les babines, si on veut, là. Il y a un potentiel énorme pour exploiter chez nous, mais on a besoin d'accompagnement, puis on a besoin de moyens. Alors, l'autre chose aussi, tu sais, on a des secteurs, là, tout petits ici, mettons, on parle je vais donner l'exemple de l'aquaculture. Tantôt, monsieur parlait. Tu sais, c'est pas compliqué. L'aquaculture au Québec, là, c'est 12, 13, 14 millions de business, puis on veut doubler ça, tu sais, à 25 millions. On a des provinces à côté, c'est 500 millions, c'est 1 milliard. Mais une chose qui est sûre, c'est que les ressources, la ressource première qui se trouve dans la mer, là, on s'en va des années en avant. Bien, je veux dire, on va avoir de moins en moins accès à cette ressource-là, puis de plus en plus, on va compter sur ce qu'on réussit à produire. Fait qu'il faut créer un espace facilitant pour faire en sorte que cette entreprise-là, aujourd'hui, qui est, en tout respect, mes amis de l'aquaculture, là, qui est microscopique dans toute notre entreprise, bien, il faut, à un moment donné, dire, ça, là, c'est porteur pour des années en termes d'environnement, en termes de santé, en termes d'accessibilité aux ressources. Il faut regarder en avant et dire, à un moment donné, ça fait partie des priorités de notre gouvernement. Fait que je nous encourage à faire ça. On parle d'entrepreneuriat encore là.
On parle dans la ruralité, aujourd'hui, les idées, l'innovation, les produits de niche, par l'innovation, on a des choses qui se font aujourd'hui qu'on n'aurait jamais pensé il y a 10, 15, 20 ans qui pouvaient se faire. Mais encore là, il y a des jeunes, il y a des entreprises, il y a des créateurs qui ont besoin de soutien. Puis, il faut sortir du modèle que maintenant, on s'en va chez Investissement Québec, puis là, il y a quelqu'un qui s'assoit devant le gars chez Investissement Québec, qui donne l'information, puis on rentre ça dans la machine, on fait Enter, puis qu'à un moment donné, ça passe ou ça passe pas. À un moment donné, il faut avoir une appréciation de la contribution du projet qu'on a devant nous, là, dans le grand portrait. Puis, moi, je dis qu'il faut que ça fasse partie de notre pacte qu'on a ensemble, tu sais, tout le bioalimentaire avec les leviers que vous avez au niveau de l'économie, au niveau de l'innovation, au niveau d'Investissement Québec. Fait que moi, le langage que je peux tenir vis-à-vis des gens qui sont ici, c'est qu'on a une volonté réelle chez nous de pooler, si on veut, les énergies pour faire en sorte qu'on n'échappe pas de projet dans le bioalimentaire, qu'on accompagne le bioalimentaire, que ce soit pour la création d'entreprises, que ce soit pour le développement manufacturier. Tu sais, quand on dit qu'il y a transformation alimentaire, là, tu sais, c'est presque 70 de notre production agricole est transformée ici au Québec. Il n'y a pas un chiffre comme ça ailleurs au Canada. Puis ces entreprises-là, c'est ceux qui ont besoin, ils ont des projets, ils ont des idées. Bien, il faut leur donner des moyens, puis c'est en travaillant ensemble qu'on peut leur donner ça. Là. Fait que je suis avec toi, je suis ton partner, mais en même temps, tu t'aperçois que je suis plus de ce bord-là de la table après-midi. Mais, fait que, écoute, merci d'être là, puis je ne sais pas la suite, là, Pascal, comment on va donner à tout ça, là, mais je vous laisse ça. Premièrement, merci, M. Fitzgibbon. Nous étions dans un momentum de table ronde qu'on va reprendre. Et peut-être que ça va influencer vos interventions, mais toujours est-il qu'on était rendu à donner la parole à l'Association de la restauration du Québec, qui a certainement été rejoint par plusieurs propos qui ont été tenus. Oui, tout à fait. Et je veux saluer M. Fitzgibbon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est extrêmement important de pouvoir partager avec vous notre réalité, notre quotidien. Je veux souligner deux gestes importants qu'a posé le MAPAC dans le cadre des orientations, l'orientation 2, notamment en ce qui concerne l'innovation et la recherche. Il y a un programme qui a été lancé l'an dernier qui s'appelle Robotisation et système de qualité. Et pour la première fois, on a intégré, reconnu la restauration admissible à des programmes comme ceux-là. Et ça, on en veut d'autres. Et c'est une manière, finalement, de s'assurer aussi que les restaurateurs, les gestionnaires de la Restauration Québec sont bien intégrés dans le développement économique du bioalimentaire. Et vous avez identifié comme initiative inspirante, bien évidemment, le projet de Gastronomic Lab, qui est une unité de recherche conjointe de l'Université Laval et de l'ITHQ. Et concrètement, là, tout ça pour avoir des résultats extrêmement intéressants, notamment pour permettre un portrait de la situation. Il y a une enquête importante qui est réalisée présentement dans le cadre du projet de Gastronomic Lab pour nous permettre d'identifier les facteurs de succès de la restauration indépendante. Donc, ce sont des initiatives qui vont nous donner une expertise et une valeur intéressante dans la gestion des établissements. Je ne peux pas passer sous silence non plus le fait que le tourisme gourmand est identifié comme une action importante. Vous savez, le tourisme gourmand, ce sont un segment en pleine croissance, extrêmement fort, incontournable. Ça maintient les territoires vivants, mais aussi ça offre des opportunités extrêmement importantes pour mettre en valeur les produits québécois. C'est pas juste des producteurs agricoles, c'est pas juste des marchés publics, c'est aussi des restaurants, des auberges, des micro-distilleries, des micro-brasseries. Il y a un paquet d'intervenants qui sont impliqués là-dedans. Et on doit souligner le travail de l'organisme qui est Terroir et Saveurs, souligner le travail également des chefs qui sont des ambassadeurs des produits alimentaires dans leur région. Il y a également les tables de concertation bioalimentaire qui sont des joueurs incontournables, extrêmement importants là-dedans. Alors, je comprends qu'évidemment, c'est une action qui est identifiée, mais qui n'est pas portée par la table filière tertiaire, mais je veux manifester publiquement notre intérêt à être partie prenante des travaux qui amèneront à ce qu'on appelle la stratégie interministérielle pour encourager l'agrotourisme et le tourisme gourmand. Merci. Merci, M. Meunier. Puis moi, je vous rappelle que c'est quand même des interventions de 2 à 3 minutes. On a pris une tangente, mais je vous ramène à 2 ou 3 minutes parce que je ne vois même pas le bout de la liste des gens qui veulent intervenir. La parole est au Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Oui, merci.
On est très heureux de vous voir ici, M. Fitzgibbon, et ça fait des années qu'on prône un rapprochement entre le MAPAC et le ministère du Développement économique, simplement parce que le secteur de la transformation des aliments, on transforme du vivant, mais c'est un secteur manufacturier. Alors, on a besoin d'appui et d'expertise et évidemment de programmes de financement de votre ministère. Je vais me répéter, mais d'ici 2050, il y aura 10 milliards de bouches à nourrir sur la planète. Et au Québec, on a une opportunité en or de se positionner maintenant pour les 20 prochaines années et prendre un rôle de leadership. Alors, évidemment, on a besoin d'être plus compétitifs et amener nos entreprises à être des entreprises 4.0, être plus productifs, et évidemment créer un environnement qui est propice au développement des nouvelles entreprises. Alors évidemment, ce que vous dites aujourd'hui tombe en plein dans la lignée de ce qu'on prône depuis plusieurs années et on est très heureux de vous voir ici autour de la même table que le ministre de l'Agriculture. Alors merci. Merci, Mme Cloutier. La parole va à la Coalition Poids. Merci. Donc, pardon, madame, je vais oui? vous interrompre parce qu'il y a une intervention. Pas de problème. Ouais, non, une chose que j'ai mentionné, André, c'est, puis je me mets à vous, Investissement Québec, on n'est pas bon dans tout. Puis je pense que quand on parle du sectoriel, je vais vous donner l'exemple, l'aérospatial, il y a une grappe aérospatiale qui est bien établie. Alors, je me sers beaucoup de ces gens-là pour nous aider parce qu'on ne veut pas de se convertir le matin. Alors, dans votre cas, dans le cas du MAPAC en général, je pense que ça va être important qu'on puisse travailler avec les forces vives du ministère, des associations, parce que ça va nous aider. Et puis moi, je suis prêt à mettre des ressources qui vont être dédiées. Je pense que ça mérite un certain focus sectoriel, mais en même temps, je ne vais pas bâtir ça de zéro. Là. Alors, je ne vais pas réinventer des structures. Alors, je pense que ça va être important d'établir des modes de fonctionnement. Vous avez déjà des organismes qui existent pour qu'on puisse bénéficier de votre expertise. Puis nous, on est là pour alimenter. On va questionner, c'est sûr, là, mais je pense que ça va être important qu'on mette ça très... qu'on structure cette coopération-là, parce que sinon, on va se voir l'année prochaine, on va dire la même chose. Donc oui, un peu comme d'autres intervenants ont énoncé plus tôt, j'aimerais souligner la collaboration interministérielle là, qu'on peut voir aujourd'hui. J'aimerais ça aussi qu'elle se formalise dans le futur puis que ça se poursuive dans la suite des choses. Je voudrais aussi dire que le secteur bioalimentaire permet effectivement plein d'emplois, je le reconnais, mais il ne faut pas oublier que les aliments, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Donc, si on veut parler d'un système alimentaire durable, il faut toujours garder en tête les externalités négatives des aliments transformés ou ultra-transformés qu'ils peuvent avoir sur la santé, l'impact des maladies chroniques et de l'obésité, comme j'ai dit plus tôt ce matin, qui sont attribuables à la mauvaise alimentation, coûtent une fortune à l'État. Donc, c'est dans les poches des contribuables aussi, cette fortune-là. Et ça nuit de façon importante à la qualité de la main-d'œuvre de nos travailleurs, de notre population. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Le marketing aussi est important des produits transformés ou de transformés. Leur accessibilité économique et physique domine trop souvent le marché et mérite d'être un peu plus encadrée. Je veux apporter une attention particulière aux mesures volontaires qui démontrent beaucoup moins d'efficacité que la réglementation. Je pense entre autres aux pratiques de marketing ou aux cibles de transformation. Par exemple, la réduction du sucre, si on veut la voir diminuer dans nos aliments, elle ne doit pas être remplacée par des édulcorants. Donc, c'est un élément sur lequel il faut être vigilant parce que ça ne constitue pas nécessairement une option plus santé. Et je rappelle l'importance d'avoir une logique nutritionnelle dans nos subventions puis de soutenir les aliments que l'on souhaite voir au quotidien dans l'assiette des Québécois. C'est là qu'on devrait prioriser nos subventions. Merci. Merci, Mme Voyer. Désolée pour l'interruption. La parole va au producteur de grains du Québec. Merci, Mme Tremblay. Christian Vorbeck, représentant des producteurs de grains. Je vous remercie de me donner la parole à cette troisième reprise. Non, c'est parce que ce matin, on se faisait comme... on demandait la parole, puis on n'avait pas eu le temps nécessaire de pouvoir s'exprimer. Là, je suis heureux d'avoir ce temps-là. J'imagine que je n'ai pas 3 fois 2 minutes dans ce temps-là. Et pour terminer là, mon intervention, moi, je voulais faire une référence là, sur la durabilité ou la pérennité de l'agriculture. Puis
Puis on parle toujours d'agriculture durable ou d'une agriculture pérenne. Puis il faudrait aussi se pencher sur l'élément d'une demande pérenne. On comprend que les consommateurs vont toujours avoir faim, vont toujours vouloir manger. Mais il faut être capable de bien analyser quelles sont les attentes là, de ces consommateurs-là, de ces citoyens-là. Et dans le secteur des grains, on s'est aperçu au cours des dernières années que c'est une demande qui est extrêmement modulée, qui est en profond changement au fil des dernières années. Donc, une variété de marchés qui devient de plus en plus importante, un marché qui est de plus en plus élaboré. Et ça devient difficile pour la filière et pour les producteurs de grains de s'assurer de bien remplir les aspirations des consommateurs, quelles sont leurs attentes, leurs besoins vis-à-vis de notre secteur. Et de cette façon-là, je salue l'initiative que le ministère avait reprise il y a 8 ans sur la création du groupe de concertation, afin de s'assurer qu'il y ait une concertation de la filière des grains pour être capable de bien répondre aux attentes des consommateurs. Sauf que cette concertation-là, elle a quand même un coût. Et c'est un élément qui a été discuté au cours des derniers conseils d'administration au sein du groupe, que ça demande quand même un appui plus important en termes de ressources humaines de la part du ministère de l'Agriculture pour assurer une efficacité des activités du groupe de concertation, dont je vous le rappelle une autre fois, que l'objectif premier, c'est de répondre aux besoins du marché. Et être capable de bien répondre aux besoins du marché, on en a parlé depuis ce matin, l'élément premier, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est de s'assurer d'avoir la main-d'œuvre disponible pour remplir les tâches qu'on a à faire pour être capable de remplir les marchandises qui sont attendues. Et dans le secteur des grains, malheureusement, ce n'est pas comme dans d'autres secteurs industriels. Ça demande beaucoup de capitalisation, puis ça demande du temps. C'est plate à dire, là. Une récolte, ça prend 1 an à la préparer, ça prend 1 an pour l'écouler. Donc, c'est quand même un travail qui se développe sur 2 années complètes de calendrier. Donc, toujours être à l'avance, à être en avenant sur les attentes des consommateurs, minimalement 5 à 6 ans à l'avance, parce qu'il faut être capable de préparer la génétique qui va répondre à ces demandes-là. Et un élément important que je voulais vous souligner, c'est que depuis 2 ans, les producteurs de grains ont essayé de comprendre quelle était la perception des consommateurs auprès de la production de grains québécoise. Et à notre grand étonnement, on fait souvent la une sur la place publique, mais les gens connaissent très peu la réalité de la production de grains. Ils ne savent même pas à l'occasion qu'il y a des grains qui se font au Québec, que c'est quand même l'élément de base d'un ensemble de l'agriculture québécoise. Donc, on a parti une campagne de sensibilisation et d'information sur la réalité de la production de grains au Québec. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à devenir partenaires de notre campagne d'information et de sensibilisation, ils peuvent approcher les producteurs de grains en ce sens. Ça doit faire 3 minutes. 2 minutes 56. Merci, M. Overbeek. Il vous restait 4 secondes, mais la parole va à Aliments du Québec. Alors, bonjour. Monsieur le ministre, je voulais juste revenir rapidement sur une des actions des territoires dynamiques, soit celle des activités de positionnement de l'agrotourisme et du tourisme gourmand. Je voulais vous laisser savoir qu'Aliments du Québec a travaillé dans le passé, tenté de travailler avec l'Association de l'agrotourisme et du tourisme gourmand, Terroir et Saveurs. Et je suis contente de savoir maintenant qu'avec la politique gouvernementale, il va pouvoir y avoir des liens, parce qu'avant, c'était difficile. On n'a jamais réussi à... On a fait des trucs ensemble, là, mais on n'a jamais réussi à avoir une vraie synergie. Et comme il y a des trucs qui se recoupent, parce qu'on travaille beaucoup avec les tables de concertation bioalimentaire des régions du Québec, bien, ça serait bien que vous juste pensiez à nous dans la nouvelle politique qui va être élaborée pour qu'on travaille ensemble. Et je pense qu'on pourrait avoir une valeur ajoutée. Alors, je vous remercie. Merci, Mme Baudry. La parole va à l'UPA. Merci. Bonjour, M. Fitzgibbon. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais changer un peu mon intervention puisque vous êtes là. Tout d'abord, vous avez parlé de la nécessité d'accompagner les investisseurs dans le risque. Et c'est un message que je véhicule depuis plusieurs années au niveau agricole, que la financière agricole, qui est notre outil pour soutenir le risque, accompagner les producteurs dans le risque, nous accompagne davantage dans les projets moins conventionnels
qu'ils développent eux aussi une expertise pour être capables de prendre des risques avec des producteurs qui ont de l'ambition et qui ont de beaux projets. Donc, je pense que ce message-là que vous avez pour l'économie en général doit se répercuter également sur la financière agricole du Québec. Vous avez parlé d'exportation dans les marchés étrangers, États-Unis, Europe, mais on doit aussi, je crois, viser l'exportation ailleurs au Canada. On a des produits alimentaires qui se distinguent par rapport à la production canadienne. Puis, je crois qu'il faut également profiter du marché canadien. Un élément également, c'est tout le volet gastronomique qui est relié à la production alimentaire. Le Québec a déjà se démarque à ce niveau-là. On a l'ITHQ au Québec qui va bientôt donner une formation universitaire. On a les ITA. Je pense qu'on peut, avec ces 3 centres de formation-là, développer, notamment au niveau des boissons alcoolisées. On a de plus en plus de gens qui investissent dans la production de spiritueux, de liqueurs, dans la distillerie. On fait des produits formidables. C'est des produits qui auraient, je suis sûr, qui trouveraient preneurs dans les marchés étrangers. Donc ça, c'est un nouveau secteur qui est en train de se développer. Le dernier point que je ferai, c'est l'importance de soutenir les filières, encore plus en agriculture que dans les autres secteurs de l'économie. C'est par la production agricole en fait, le produit de base de notre transformation alimentaire. On va peu importer de produits agricoles étrangers, puis les transformer ici, puis les réexporter. On n'est pas dans ce... Donc, notre modèle, c'est de valoriser notre production agricole. On est des 28 000 producteurs agricoles qui alimentons plusieurs milliers de transformateurs, mais on a besoin de regrouper la production agricole pour être capable de garantir l'approvisionnement à nos transformateurs. Et ça, c'est la mise en marché collective qui le permet. Donc, c'est un outil qui nous a permis justement de transformer 70 de notre production agricole au Québec. Puis, je crois qu'il faut continuer de favoriser cette mise en marché collective-là pour la santé de nos filières et le développement de nos marchés. Bien, merci beaucoup. C'est 4 commentaires que je vais commenter rapidement. Financière agricole, je suis entièrement d'accord. Je pense que, loin de moi l'idée de vouloir compétitionner Investissement Québec, mais je pense qu'on peut mieux s'arrimer. Puis c'est clair que le côté plus innovation du financement d'entreprise doit passer par Investissement Québec, mais si on peut profiter de l'expertise, parce que je présume qu'il y en a, chez la financière agricole, ça va être quelque chose que je vais devoir développer avec André, puis ça, je suis totalement vendu à ça, parce qu'on n'aura pas à réinventer l'expertise qui existe déjà. Exportation canadienne, c'est un très bon commentaire parce que j'en parle pas, là, mais l'investissement qu'on fait en exportation, on ouvre 4 bureaux au Canada qui n'existent pas présentement. Parce que vous avez raison. Avant de vendre au Vietnam, peut-être vendre en Ontario puis vendre en Alberta, là, je pense qu'on a des marchés, même si c'est compliqué le fédéral des fois, là, mais je pense qu'on est capable de faire mieux. D'ailleurs, je m'en vais à Toronto dans 2 semaines rencontrer mon homologue ontarien, Todd Smith, qui est Parti conservateur, puis c'est un élément qu'on va discuter. Comment est-ce qu'on va augmenter? C'est logique qu'on soit capable de mieux transiger ensemble, je suis certainement d'accord. Pour le côté astronomique, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, une anecdote, j'ai eu la chance de rencontrer Joël Robuchon, avant qu'il décède, quand il a ouvert son restaurant au casino. Puis, les gens ne l'ont pas réalisé, mais le menu qui avait été mis en place, M. Robuchon, qui est arrivé, il l'a changé. Parce qu'il trouvait qu'il n'y a pas de produit du terroir québécois. Alors, je pense qu'on est capable de bénéficier de notre notoriété maintenant au niveau gastronomique. Puis, le dernier point, l'export, je suis d'accord avec vous. Je pense que, je ne suis pas sûr d'avoir compris totalement, mais si vous dites que pour qu'Export Québec et Q puissent aider les sociétés québécoises à exporter, bien, il faut être capable d'avoir une marque de commerce, d'avoir une notoriété dans un produit. Surtout d'approvisionner en quantité et en qualité. Non, c'est surtout d'approvisionner en quantité et en qualité nos transformateurs alimentaires avec notre matière première qui est notre produit agricole. Alors, souvent, ça prend plusieurs fermes pour être capable de soutenir un seul transformateur. Non, je suis d'accord, puis je pense que nous, on doit aider ceux qui peuvent avoir une masse critique, parce que de mettre de l'argent dans quelque chose qui va donner un petit impact, c'est le problème qu'on a au Québec. Souvent, on est mieux d'en avoir moins, de le faire mieux. D'accord avec vous. Merci. Le prochain groupe sur la liste est la Fédération québécoise des municipalités.
qu'on va entendre. Mais après cette intervention-là de la Fédération québécoise, qu'est-ce que j'avais? C'est ce que j'ai vu? Non, non, je ne pense pas. Oui? Bon, d'accord. Je ne vous avais pas sur ma liste. On va vous prendre, il n'y a pas de problème. Coalition... OK. On va vous prendre, Madame Sarrazin. Merci. Fédération québécoise des municipalités par la suite. Et après, ne faites pas le saut. Je vais aller chercher des intervenants qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer encore. On vous écoute, Madame. Merci beaucoup. Alors, tantôt, j'ai vu une belle opportunité quand Mme Bibeau s'est adressée à la salle et je vous en fais part. Alors, dans un contexte où on veut répondre aux besoins des mangeurs du Québec et dans un contexte où il y a beaucoup de défis avec les déserts alimentaires au Québec et qu'on veut dynamiser et redynamiser nos communautés qui sont dévitalisées, la déclaration du regroupement des cuisines collectives du Québec fait état d'une demande auprès du gouvernement que soit installée dans chaque municipalité au Québec une cuisine communautaire ou collective afin de permettre aux gens justement de se regrouper et de cuisiner ensemble. Tantôt, Mme Bibeau a mentionné qu'il y aurait la mise en place d'un programme d'investissement favorisant la mise en place de cuisines communautaires collectives. Alors, quel beau projet que le MAPAC pourrait contribuer et piloter pour la province en collaboration avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que, et éventuellement les municipalités du Québec, pour s'assurer qu'il y ait une cuisine communautaire collective dans chaque municipalité et que ce soit accessible aux organismes communautaires à un prix raisonnable. Merci. Merci. Et je vous confirme que je ne vous voyais pas sur ma liste, ce n'était pas de la mauvaise volonté. Donc, j'avais dit la prochaine, c'est la Fédération québécoise des municipalités. Et après, je choisis dans la liste ceux qui ne sont pas encore intervenus. Oui, bonjour, Guy Saint-Pierre, maire de Manceau. Et dans une autre vie, je suis producteur de lait et producteur de canneberge. Donc, je suis un peu participant au complet de la démarche d'aujourd'hui. Je ne sais pas par quel bout de commencer. Je pourrais commencer par les PDZA, les plans de développement de la zone agricole, où à peu près l'ensemble des MRC les ont produits. Et dans ces plans de développement-là, on y retrouve, oui, la mise en valeur des terres en friche, oui, le positionnement de l'agrotourisme, oui, la commercialisation en circuit court. Mais là où on a peut-être des difficultés, c'est dans la mise en œuvre de nos plans de développement de la zone agricole. Parce que tu as des MRC qui ont mis en lien, ils ont mis la priorité là. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas mis là, mais le plan existe quand même. Et on est peut-être rendu à le remettre, pour certaines MRC, à le remettre, à le revoir, à le reviser. L'autre chose que j'aimerais amener, c'est qu'en développement régional, on a toute la question qui est là et qui est une question importante autant au niveau de l'agriculture qu'au niveau des familles, c'est l'Internet haute vitesse. Et ça, je pense que la Fédération vous l'a répété beaucoup. En agriculture, je suis producteur de lait, je suis capable de voir ici mon troupeau. Après-midi, là, je suis capable de savoir quelle vache qui est allée se faire traire, etc. Donc, ceux qui n'ont pas ça dans les rangs, l'Internet haute vitesse, ils ne sont pas capables de s'équiper pour appliquer avoir les nouvelles technologies. C'est une priorité. Et l'autre priorité qu'on a aussi, c'est la connexion cellulaire. Ça ne relève pas d'ici, ça relève d'un autre gouvernement, mais c'est d'une importance aussi capitale dans le développement régional, comme je parlais matin, autant au niveau des services de proximité. Je veux juste rajouter, en terminant, Monsieur le ministre de l'Agriculture, que tout ce qui touche le zonage agricole, la fiscalité agricole, que la FQM est ouverte et prête à travailler, à discuter de ces points-là en étant positif pour trouver des solutions qui vont améliorer la vie de tout le monde. On est ouvert. Mais on est ouvert, mais on veut être là. On a été reconnu comme gouvernement de proximité,
avec des discours qui nous disent que nous sommes des collaborateurs, que le gouvernement nous considère comme des partenaires et qu'on veut collaborer, etc., nous aussi. Et on est prêt à faire partie des discussions en tout temps et non pas d'arriver avec des solutions déjà toutes prêtes que les municipalités n'ont qu'à appliquer. Et il ne faut pas oublier que le développement régional, ça touche un peu partout, pas un peu partout, partout au Québec. Et on veut avoir des régions fortes et dynamiques aussi. Donc, c'est là qu'on va être présent pour prendre en considération l'ensemble de ces territoires-là. Merci. Mais je veux juste faire un commentaire sur le côté Internet. Je pense que c'est important de faire peut-être un court état de la situation. Je dois avouer que je ne pensais pas en 2019 que, comme ministre de l'Économie, j'aurais à me préoccuper de brancher le Québec à l'Internet, parce que c'est une promesse qui a été faite en 2003. Bon, on est où on est aujourd'hui. Rappel rapide d'où on est comme situation, c'est qu'on avait au Québec, et on a encore au Québec, à peu près 340 000 personnes non branchées. Mais quand on regarde les vrais chiffres, on peut en rajouter 500 000 qui sont mal branchés. Heureusement, ce à quoi on fait face, c'est une situation où la technologie avance assez rapidement. Et je vais en parler brièvement, mais donc, pour des fins de programme gouvernemental, premièrement, dans le gouvernement précédent, il y avait Québec branché 1, qui est le projet, que vous connaissez tous, 89 projets. Malheureusement, il y en a seulement 40 de signés. Ce n'est pas la faute du gouvernement précédent, c'est à cause de la complexité de connecter, parce que les telcos qui doivent faire la connexion le font au Canada. Alors, c'est pas de la mauvaise volonté de personne, mais malheureusement, on a seulement la moitié des contrats signés. Par contre, on a eu une bonne nouvelle hier de Bell Canada. Ils vont probablement signer ce qui manque. Donc, je pense qu'à la fin du mois d'août, on devrait avoir tout signé les contrats du premier programme de Québec branché 1, qui adresse 100 000 personnes sur 340 000. Mais ça, c'est 2 à 3 ans de déploiement, parce que rouler les fils dans la garde-note, ça prend du temps. Le programme numéro 2, celui que nous avons mis comme gouvernement, on a mis 400 millions dans le programme de Québec branché 2, on va changer de nom, là. Et le fédéral a accepté de marier ce montant-là. Bon, le fédéral, c'est plus compliqué, là. On va pouvoir attendre au mois de novembre, là, mais quand même, M. Baines, mon équivalent, a confirmé que l'argent est là. Et on a figuré que ça va coûter à peu près 1 milliard pour connecter le 240 000 non branchés. Et là, ce qu'on a fait avec vous puis avec l'UMQ, on s'est mis d'accord que une des problématiques, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est que la cartographie québécoise avait été déterminée par le fédéral. Bon, c'est correct, là, mais sauf qu'eux autres, ils avaient fait des hexagones, ils avaient dit, ben là, s'il y en a un qui est branché, tout le monde est branché. Puis ils avaient exclu cette zone-là. Alors, moi, pour nous autres, c'est pas acceptable. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on engage 2 personnes, télécommunications, qui travaillent, une pour l'UMQ et l'FQM ensemble, et une au ministère, qui ont été embauchées. Je vous pensez-vous, c'est récent, là, et qui vont cartographier le Québec en termes de pas seulement les hexagones couverts et non couverts, mais les zones non couvertes. Et moi, j'ai rencontré personnellement tous les telcos, et tous les gens qui vont dérouler le fil, là, si on veut que le fil, parce qu'il y a des technologies qui sont maintenant plus performantes. Et on espère à la fin de l'année, parce qu'il faut cartographier comme il faut, avec les MRC qui vont nous dire quelles sont les places des régions. C'est là que vous avez un rôle à jouer. Et on va lancer un appel d'offres pour le 2e Québec branché, probablement à la fin de l'année, pour pouvoir donner des contrats, espérons, l'année prochaine, pour au moins adresser immédiatement la couverture globale qui va malheureusement être faite sur 4 ans, 5 ans. Parce que malheureusement, physiquement, c'est impossible. Ça étant dit, c'est une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une province qui s'appelle l'île du Pointe-Édouard qui ont utilisé d'Exploret une nouvelle technologie qui s'appelle le Fixed Wireless, ceux qui sont familiers un peu avec la technologie, et qui vont pouvoir peut-être brancher beaucoup plus rapidement. Ça veut dire quoi? C'est qu'au lieu de mettre du fil dans les maisons, il y a des places où on peut peut-être mettre du fil dans circonférence, dans une boucle qu'on appelle, et la connectivité des résidences ou des entreprises va se faire par le réseau micro-ondes. Alors ça, si ça devient disponible, on pense à l'est, en fait, ça va être plus performant que dans beaucoup de cas. Là, moi, je suis un gros favorable à cette technologie-là. On verra, on n'est pas rendu là. Mais on pourrait accélérer le déploiement si la technologie de Fixed Wireless est disponible. Mais pour l'instant, il va pour le fil. Puis je pense qu'on va être capable d'adresser la situation rapidement, au moins donner les contrats. Alors, merci. Parmi les groupes qui ne se sont pas encore exprimés, je vois le groupe
Export agroalimentaire Québec-Canada. Monsieur Coutu, voulez-vous intervenir? Bien sûr. La beauté à mon âge, c'est que si on attend assez longtemps, on finit par entendre des choses que l'on souhaite depuis des années et des années. Je pense que ce que j'ai entendu aujourd'hui, Clis, c'est tellement ça. C'est tellement le gros bon sens. Je vais en beurrer un petit peu plus sur ce que M. Lamontagne disait tout à l'heure. Le groupe Export, M. Fitzgibbon, là, c'est 400 entreprises au Québec. C'est 20 milliards de ventes hors Québec. C'est 8,5 milliards à l'exportation, dont 6,5 aux États-Unis. C'est 30 salons alimentaires à travers la planète que l'on fait. On a acquis, avec la collaboration du MAPAC, une expertise. On a développé un créneau tout à fait particulier. Moi, là, quand vous dites qu'il faut diversifier nos marchés, je suis en faveur de ça à 100 %. Un des principaux marchés, c'est l'Europe. Et l'Europe, on a un déficit, vous le savez, énorme avec l'Europe. Vous avez parlé tout à l'heure de ressources humaines, 150 personnes de disponibles chez vous dans votre ministère. Je pense que si on contrôle l'information, si on sait ce qui se passe à l'étranger, on est en mesure de savoir comment on va réagir et comment on va attaquer les marchés. Et si votre ministère peut, en collaboration avec celui de M. Lamontagne, donner cet outil-là aux transformateurs et aux exportateurs, je pense que nos affaires ne s'en porteront que mieux. Alors moi, là, je vais endosser ça, le groupe Export, les deux ministères qui travaillent la main dans la main, en guichet unique. Vous pouvez compter sur nous autres, on va être là pour vous supporter. Voilà. Alors, merci à vous. Nous allons passer la parole au Conseil canadien du commerce de détail. Conseil canadien du commerce de détail. Bonjour. Bonjour, M. Fitzgibbon. Enchanté de vous avoir ici. Nous, on va focuser sur les entreprises prospères, durables, innovantes pour alimenter notre monde. C'est ce qui nous concerne plus. Le train d'innovation est bien en marche partout sur la planète. Le Québec ne fait pas exception. Et dans l'alimentation, les avancements technologiques transforment aussi nos façons de faire. Donc, il faut qu'on soit en avant encore plus. Nos membres ne font pas exception. Ils investissent des sommes colossales pour optimiser leurs opérations. Répondre à la demande des consommateurs pour le commerce en ligne va être aussi un défi. On l'a vu récemment, une annonce la semaine passée, plus de 100 millions investis dans un entrepôt avec 1500 jobs pour gérer 40 000 SKU pour Ottawa-Montréal. Ça va être un gros défi. Mais ces questions-là, c'est pas juste logistique. Fait que les aspects de fraîcheur, de salubrité vont être importants, puis on ne peut pas remettre ça en question. Fait que nos membres sont actifs pour optimiser et puis moderniser et aussi réduire le gaspillage alimentaire. Donc, collectivement, là, ces investissements vont avoir des retombées économiques pour tous. Commerce en ligne, par contre, ça ne marche pas bien. Vous entendez pas bien. Oh, pardon, merci. Commerce en ligne, toutefois, doit se faire dans des règles bien définies, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs internationaux qui viennent dans le marché et qui n'ont pas les mêmes règles que nous et qui peuvent avoir un impact négatif pour les transformateurs et les détaillants. Donc, ça va être important que le gouvernement garde un œil à ce niveau-là et porte une attention particulière à ça. Il y a des solutions. On est heureux de constater que le gouvernement, évidemment, s'implique et ne reste pas les bras croisés, mais toujours garder une vue d'ensemble sur les projets et les objectifs pour pas qu'on se retrouve avec des effets indésirables et que ça freine des initiatives. Consommateurs restent au cœur de tout ça. Qualité, fraîcheur et prix sont les principales préoccupations du consommateur. C'est des objectifs collectifs qu'on garde en tête lorsqu'on pense à l'innovation. Et la main-d'œuvre, on peut être un vecteur d'intégrité important pour intégrer les immigrants et les nouveaux arrivants dans des communautés, puisqu'on est dans toutes les communautés à travers le Québec. Je me suis fait signe. Là, fait que... Mon non-verbal n'était pas très subtil. C'est qu'on est presque rendu à la pause. Je vois qu'on a la tablée des chefs qui était le prochain intervenant. Si vous pouvez faire une intervention succincte, et puis après ça, on ira dans la salle. Alors, la parole est à vous. Merci. Donc, je veux juste saluer la rapidité de votre intervention à l'École Louis de France. Moi, en fait, Ricardo m'a demandé sur le Lab École de prendre la responsabilité de diriger le chantier alimentation scolaire. Et j'ai fait la visite de l'école et je suis certainement tombé autant amoureux avec cette école-là que vous l'avez été.
Et une chose que je dois vous dire, c'est qu'on fait la tournée des écoles à travers le monde, des plus beaux projets qui se passent, quand ici, il y a déjà des projets comme ça qui se passaient ici et qu'on ne connaissait pas. Et il y en a un paquet à travers le Québec, des projets comme ça qu'on ne connaît pas. Et quand on arrive devant un projet comme ça, vous avez financé, on doit pouvoir le reproduire. Et nous, à travers le Lab École, ce qu'on veut, c'est pouvoir essayer d'avoir un support, d'utiliser l'expertise que Louis de France a développée. Je veux saluer le travail de Normand Houle, directeur régional au MAPAC, qui a porté ce projet-là à bout de bras. Souvent, à l'intérieur même de nos organisations, on a le leadership, on a l'innovation et la créativité pour porter des projets, puis on n'est pas à l'écoute. Et je pense qu'on a tout pour y arriver, puis je veux vraiment saluer la rapidité avec laquelle vous êtes intervenu dans cette école-là, parce que je pense que c'était nécessaire et crucial, parce que ce projet-là aurait pu tomber. Imaginez-vous une école, puis vous l'avez dit vous-même, c'est un des plus beaux projets, c'est un projet qui est unique. Imaginez-vous si on avait perdu cette expertise-là. Il y a plein d'autres organisations qui sont autour du chantier alimentation, je pense à Atelier 5 Épices ou Crocarium, que vous avez aussi financé à travers la politique, qui sont très fragiles. Donc, il faut porter une attention particulière à la pérennité de ces actions-là si on veut réellement changer les choses à long terme. Donc, je voulais juste éveiller votre attention là-dessus et saluer en même temps votre rapidité d'exécution. On s'est rencontrés une première fois, puis votre côté entrepreneurial, pour moi, fait toute la différence dans la portée de vos actions, puis dans votre écoute aussi. Merci. Écoutez, je vais répondre à un commentaire, j'en vois ça, mais Pierre doit nous quitter. Écoutez, en votre nom, je veux te remercier, Pierre, vraiment de t'être tapé ça aller-retour, là, mais ta contribution ici, le fait qu'on leur témoigne à quel point on travaille ensemble, je pense que c'est un signal important qu'on a envoyé aux gens, puis c'est pas juste pour la photo. Ça se passe dans le day-to-day, tous les jours, comment on cherche à travailler. Puis l'objectif, c'est, si vous avez des projets, là, qu'on soit là pour vous accompagner, pour ne pas en échapper. Fait que, Pierre, un gros merci d'être venu ici. Là. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Jean-François, juste un commentaire. Vous avez parlé de Normand Houle qui a porté ce projet-là et tout ça. Honnêtement, moi, c'est ma plus grande découverte depuis que je suis ministre de l'Agriculture, puis j'ai fait le tour pas mal du ministère, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais je travaille avec une équipe. C'est à quel point là, on a des gens passionnés, des gens qui connaissent le job, des gens qui veulent votre succès. Puis, je ne sais pas comment ça marchait avant, mais je sais que maintenant, là, moi, mon objectif, là, c'est de libérer ces talents-là. Vous autres, vous avez des talents, mais chez nous aussi, là, on a 1540 employés au MAPAC, là, on en a 600 quelques à la Financière agricole. Ces gens-là, ils demandent juste à mettre le talent à votre profit, puis à votre service, puis leur expérience. Puis ça, je m'investis à ça tous les jours. Puis ce projet-là, il va en avoir d'autres, mais il y a beaucoup qui est porté. On a le talent, on a les ressources. Puis honnêtement, en tout cas, je pense qu'on est des temps ensoleillés qui s'en viennent en termes de collaboration entre ce qu'on a, nous autres. Ultimement, on est des partenaires, hein, ce qu'on peut contribuer. Puis après ça, vous autres, ce que vous allez pouvoir prendre de tout ça, là. Alors, cette section de la table ronde de l'après-midi va se terminer ici. On va aller dans la salle pour entendre les gens qui veulent s'exprimer sur ce qu'ils ont entendu. Donc, je passe le micro à Lionel Levac. Merci, Pascal. Même recommandation que Pascal faisait il y a quelques instants, des interventions très courtes, les plus brèves possibles, les plus concises. J'ai déjà deux intervenants de ce côté ici. Tout d'abord, M. Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation de l'Université Laval. Merci, Lionel. Alors, j'ai entendu le mot recherche à plusieurs occasions, mais je dois vous parler aussi, comme président sortant du Conseil canadien des doyens des facultés d'agriculture et de médecine vétérinaire. Monsieur le ministre, vous avez une province où vous avez la chance d'avoir, c'est unique, 2 facultés d'agriculture et d'alimentation et une faculté de médecine vétérinaire. Vous êtes le seul à avoir cet avantage-là au Canada. J'ai entendu le mot recherche plusieurs fois aujourd'hui. Juste la qualifier un petit peu, je vous offre quelque chose. On travaille maintenant en réseau, en multidisciplinarité et en innovation ouverte. On est connecté avec l'Institut, on est connecté avec les CTT, on est connecté avec les cégeps.
Vous avez un réseau à votre disposition absolument formidable, en plus d'avoir une connexion sur un réseau international et pan-canadien. Deuxième avantage que vous avez, la recherche, elle se fait maintenant en partenariat à 100 %. Ceux et celles qui ont investi en recherche le savent, on peut aller jusqu'à 7 fois la valeur de l'investissement de base maintenant, avec la complémentarité des programmes. Gardez le bel effet qu'on a ici, un effet économique formidable. Aussi, savez-vous que dans la province de Québec, vous avez le plus gros groupe de chercheurs en intelligence artificielle sur la traçabilité, qui est à Laval, 19 chercheurs à temps complet, 50 étudiants gradués dessus. Vous avez la chance d'avoir un institut de la nutrition et des aliments fonctionnels. C'est unique dans le Canada. Regardez ça. 300 chercheurs à l'intérieur de ça, au niveau gradué, et plus de 100 chercheurs, professeurs à plein temps. Pensez-y 2 fois. Et en plus, des universités qui, depuis maintenant plusieurs années, ont développé 2 autres choses pour vous supporter ici. Celle du partenariat au niveau de l'entrepreneuriat. Vous êtes la seule province à avoir un programme de formation en entrepreneuriat agricole depuis 5 ans, destiné aux producteurs et aux productrices. Et enfin, dernier avantage pour vous, M. le ministre, quand vous regardez ça, vous avez ici une très belle ouverture où est-ce que les institutions de formation, qui sont maintenant la plupart du temps à distance, donc capables de former l'industrie là où elle est, peuvent répondre très bien aux besoins en plus de créer des start-up. Félicitations pour avoir fait cet exercice. Nous vous ouvrons la porte. Merci, M. Dufour. Rapidement, Mme Luce Daigneault de la FIOC. Merci. Merci encore. La recherche et l'innovation est définitivement quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense aux marchés émergents qui peuvent répondre à des problématiques environnementales, exemple les phytotechnologies, et qui peuvent répondre, exemple, aux problématiques des municipalités. Alors, les municipalités, selon le MAMO, selon une étude, il y a à peu près 5 % des égouts pluviaux qui doivent être changés rapidement. Ça coûte une fortune. Ce que je souhaite, c'est qu'on soit capable de penser, quand on pense à la recherche, à une approche filière, pas juste à l'intérieur de l'agriculture, mais avec les municipalités, avec les autres groupes qui sont interpellés pour trouver des solutions à ces problématiques-là par des technologies. Il faut investir de façon différente et arrêter de penser juste aux filières naturelles, mais créer des filières qui soient un peu plus transversales. De là, je pense que l'information va pouvoir descendre également dans nos centres de transfert technologique, dans les exemples, je pense à l'ITA, on est très chanceux de vous avoir. En tout cas, je l'ai fait rapidement, mais mon souhait, c'est qu'on ouvre la porte quand on parle de recherche pour le faire de façon multidisciplinaire avec des filières différentes aussi de l'approche qu'on a habituellement. Merci beaucoup. Merci, Mme Daigneault. Et maintenant, une question de M. Caron, vice-président de l'Union des producteurs agricoles. Vous pouvez commencer, même si la caméra n'est pas arrivée. C'est beau. Bien, merci bien, M. le ministre. Je pense que c'est une journée vraiment exceptionnelle. Ça nous permet aussi de réseauter à travers tous les joueurs qui font partie au niveau de l'industrie. J'ai 2 commentaires. Premièrement, je trouve ça vraiment intéressant qu'on parle de développement et d'innovation. On parle de création, entre autres. Il faut peut-être s'assurer au niveau de la cohérence. Je pense qu'on a parlé des PDZA, entre autres. Je pense qu'il faut être capable de faire le lien avec ça. Puis du côté innovation, c'est d'amener ça un petit peu plus loin aussi. Bien souvent, on a des enjeux problématiques. Et ces enjeux-là et problématiques peuvent donner des opportunités. Et je peux donner un exemple. Je pense que vous savez très bien, quand on parle de la zone inondable du lac Saint-Pierre, ça peut nous amener à développer des nouveaux produits avec des nouvelles appellations, entre autres, qui vont amener du tourisme, de l'agro-tourisme, entre autres, et des produits qu'on va pouvoir exporter, entre autres. Je pense que c'est un des éléments qui serait intéressant. Puis mon autre volet, mais je peux pas passer à côté parce que dans ces orientations-là, on parle de taxation foncière agricole. Mais je pense qu'il faut travailler ensemble pour que ça soit juste et équitable. Parce que bien souvent, les producteurs, quand on investit au niveau de nos taxes foncières, ce n'est pas de l'argent qu'on a à investir au niveau du développement et de la recherche. Merci.
Merci, M. Caron. Une autre question, c'est-à-dire une autre intervention, un autre commentaire de la part de M. Jacques Fauché du Centre de développement du port. Bonjour. Petit commentaire. Moi, ça va être un petit commentaire positif. On en a besoin des fois dans une journée ou une plénière comme celle-là d'aujourd'hui. La recherche et l'innovation, on est vraiment dans cette thématique-là au cours des dernières minutes. Et le CDPQ, on a vu deux ministres, le ministre de l'Environnement ce matin. On a eu celui du MEI, qui est de l'économie et de l'innovation. On a déposé un projet où la proximité, on parle de proximité entre les différents ministères depuis ce matin. Et nous, concrètement, on a vraiment pu voir des actions concrètes en ce sens-là, qui nous a amené un projet de recherche d'une maternité de recherche et formation, où on ajoute même le ministère de l'Éducation qui vient se joindre. Donc, on parle du ministère de l'Économie et l'innovation, ministère de l'Environnement qui nous autorise un certificat d'autorisation. On parle du MEI qui va financer le projet à 4,8 millions. On a eu la réponse hier, qui va se construire au cours de la prochaine année. Donc ça, pour moi, c'est des actions concrètes de proximité. On parlait de recherche et innovation, un marché où on exporte beaucoup, où la concurrence est extrêmement importante. De ce côté-là, on le voit avec Québec Innove. Le MAPAC nous a insisté à aller chercher des fonds supplémentaires. Avant, on était un petit peu plus du côté du MAPAC avec des fonds spécifiques de recherche. Maintenant, ils nous ont donné l'opportunité d'aller vers d'autres fonds en lien avec le MEI. Donc, pour moi, c'est un paquet d'exemples concrets qui vont faire évoluer notre industrie et surtout nous permettre de demeurer concurrentiels dans un marché d'exportation. Merci beaucoup. Une dernière intervention de la part de Mme Gagnon du secteur Caprin. Oui, étant donné, bonjour et merci de nous donner l'opportunité de participer à une journée comme ça. Dans le fond, moi, on parle d'innovation. On est un secteur en innovation. On est aussi un secteur qui a une place importante à prendre étant donné le développement là, au niveau de l'alimentation. Ce que j'aimerais de la part du gouvernement, c'est peut-être de voir un petit peu plus, entendre parler des sous-secteurs, tu sais, comme on avait le monsieur qui a pris l'intervention au niveau de la tablée des chefs, de voir la viande caprine peut-être être un petit peu plus vue. Alors, on voudrait bien savoir de quelle façon qu'on pourrait se faire entendre et se faire voir au niveau soit de la publicité, je ne sais pas, là, mais est-ce qu'il y a une façon au niveau des gouvernements qui pourrait mettre de l'avant les secteurs un petit peu moins connus, à savoir à prendre une place. Quand on parle de bioalimentaire, on entend souvent parler des grosses productions. Les petites sont souvent... Les gens ne savent pas nécessairement tout ce qui peut se manger au Québec. Alors, peut-être de voir une façon de nous... tous les petits secteurs là, qui soient entendus ou connus, entendus par la population. Je ne sais pas si lorsqu'on fait des publicités bioalimentaires, qu'on pourrait peut-être entendre parler des aliments autres que ceux qu'on connaît déjà. Donc, la chèvre de boucherie, savoir que ça se mange, puis qu'il y en a des belles productions au Québec et que c'est un aliment qui est sain, qui est plein de bonnes vertus. Donc, on parle de bonne alimentation. Je crois que c'est un secteur là, qui prend place et qui pourrait peut-être là, joindre différents secteurs là, qui sont déjà là. Merci. Merci, Mme Gagnon. À vous, Pascal. Merci, Lionel. Et c'est une très belle façon de nous amener à la pause. Merci, Madame. On a pris un petit peu de retard. Normalement, je devrais quasiment être sur le point de vous rappeler de la pause, mais on a vraiment besoin de se dégourdir les jambes, prendre un peu d'air, prendre de l'eau, du jus, et on reviendrait pour ce qu'on appelle le dernier droit de la journée. J'ai besoin de vous tous dans la salle d'ici, disons, donnons-nous 10 minutes à moins 25, moins 20. On reprend les travaux.